Je pense pas qu'un artiste ait plus rien à dire. Parce que de façon générale, je pense pas qu'un être humain n'ait plus rien à dire. Donc... On va partir loin. Aurélie Thomas est directrice de casting Petit Rôle et Figuration, ainsi que psychologue. Elle accompagne des artistes qui le souhaitent dans leur quête de réponse et d'orientation. Voyons en quoi résident ces deux métiers. Et demandons-lui ce qu'elle pense du masque des artistes, qui pour elle s'apparente au masque social de tout un chacun. Quel est le pouvoir des troubles psychologiques sur la création? Si l'art est un moyen de communication, alors que cherche-t-on à se dire par ce biais? D'où vient notre besoin d'être vu, entendu, reconnu? Enfin, que pense Aurélie de l'utilisation de ChatGPT et autres LLM en tant qu'outil thérapeutique personnel? Dans cette émission, j'aime jeter un œil derrière le masque de l'artiste afin d'effleurer l'humain derrière. Parce que qui qu'on soit, on reste fondamentalement humain. Et c'est ce qui nous relie. Mais y a-t-il un mal de l'artiste? On commence cash. Ouais, très bonne question. Et donc, y a-t-il un mal de l'artiste? C'est à toi de me dire. Qu'est-ce que t'en penses? Un mal, est-ce que c'est pas un tout petit peu généralisé? Mais c'est une très bonne question. Je dirais plutôt que... Quelles sont les problématiques récurrentes que Oui. rencontrent les artistes que tu suis? Il y a un ensemble de problématiques qui sont... En fait, ça va dépendre aussi de l'artiste. Ça va dépendre du milieu dans lequel il travaille, il évolue. Après, il y a souvent des similitudes qui vont être la remise en question de est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis légitime? Okay. Est-ce que ce que je fais peut plaire, va plaire? Est-ce que je suis pas en train de partir dans une voie où finalement je vais juste avoir du rejet? Et puis c'est des prises de risques. C'est à chaque fois je m'expose, je montre de moi. C'est systématiquement de l'exposition de ses souffrances, de ses faiblesses, de ses douleurs, des parcours de vie qui ont pu être. Même si on joue un personnage. Même si on joue un personnage, bien sûr que oui, parce qu'il y a quand même, de la livraison. On est quand même si on joue un personnage, il y a toujours de soi dans le fond. Donc c'est aussi et puis même jouer un personnage, c'est quand même et puis il y a l'interprétation, mais c'est ton visage qui va être déformé, c'est ton corps qui va être utilisé. Ton corps, l'air de rien, le corps il prend quand même des choses, le rythme cardiaque il change, les grimaces changent, c'est quand même ton outil. Et le corps il a aussi une mémoire. Et puis on fait en fonction de ce que notre corps va donner. Je sais pas si ça peut être un peu flou dans mes réponses, non, vraiment. Mais c'est ça va dépendre. Puis on peut avoir ça avec le corps aussi. On l'a beaucoup avec les danseuses, par exemple, le rapport au corps. Et c'est là où après il y a, en fonction du métier, que ce soit des réalisateurs, des auteurs, des comédiens, des musiciens, des danseurs, il y a quand même des choses qui reviennent en fonction d'eux dans les mal-être. Ok. Donc il y a un mal de l'artiste par catégorie. C'est ça. En fait, il y a en tout cas des problématiques qui sont similaires. C'est-à-dire que généralement, quand il y a, pour avoir plusieurs danseurs ou danseuses, on retrouve souvent ce rapport au corps. On retrouve aussi ce rapport à, là, maintenant j'ai 30 ans, j'ai 35 ans. Bah oui, mais je dois être à la retraite parce que les danseurs, il y a des danseurs, en fonction d'eux, par exemple les danseuses du Moulin Rouge, il y a un âge où elles doivent s'arrêter. Sauf qu'elles vont avoir performé de leurs 18 à leurs 30 ans. Et puis du jour au lendemain, c'est, en fait, au revoir. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce que moi, j'aime toujours ça, mais le corps, il peut plus forcément suivre non plus. Donc, il y a aussi ce rapport au corps, à la vieillesse, ce qui est paradoxal, parce qu'à 30 ans, on se dit pourtant on n'est pas vieux. Mais c'est là où on retrouve aussi, comme les sportifs de haut niveau, c'est exactement la même chose. Mais finalement, les artistes, il y a ça aussi. Il y a les comédiens, ils le disent aussi quand, justement, le corps, il vieillit. Il y a des choses qu'on est capable de faire et qu'on arrive moins à faire aussi avec le temps. Par exemple. Les chanteurs, l'outil de la voix. En fait, à partir du moment où notre travail, c'est lié à notre corps, les musiciens aussi, l'air de rien. Enfin, il y a énormément de choses qui font qu'on est dans une adaptation constante parce que notre outil de travail, ça reste le corps et en plus la créativité. Et la créativité est aussi énormément liée à ce qu'on vit au quotidien.
Donc si on traverse des épreuves qui vont par exemple nous perturber, je pense à des fois des décès, des choses comme ça qui arrivent, n'importe quel élément, un divorce, je sais pas, une fausse couche, enfin plein d'événements qui quand ils arrivent quand même faut les encaisser. Ça joue aussi sur la créativité. Et c'est pour ça qu'on parle par exemple du syndrome de la page blanche pour les auteurs. Mais que ça arrive que par moments, les artistes, ils ont l'impression qu'ils perdent leur créativité. Parce qu'il y a ce rapport de « Ah mince, en fait là, j'ai ça que je subis. Oui, mais du coup, j'arrive plus à créer. » Et quand un artiste n'arrive plus à créer, comme la création, ça lui permet d'extérioriser aussi ce qu'il est et qu'il en a besoin d'extérioriser ses émotions, peu importe la créativité. S'il a une épreuve, et qui se bloque, et que ça bloque, c'est comme, il y a une forme de mini-implosion, parce qu'à l'intérieur, il arrive à la fois plus à créer, donc il culpabilise parce qu'il arrive plus à créer, et en plus, il peut plus extérioriser, et il traverse quelque chose en même temps. Et c'est en ça où on parle beaucoup c'est pas pour rien qu'on parle du spleen de l'artiste aussi. Faut se sentir bien automatiquement pour créer? Non, parce que justement, c'est créer autrement dans ces cas-là? C'est pas la même création. La création, elle est aussi libératrice, et c'est pour ça qu'il y a des textes, des musiques, des œuvres qui sont arrivées à des moments de la vie de certains artistes qui étaient les plus horribles. Je pense à n'importe quel, pour le coup là, ça concerne absolument tous les corps de métier, mais ça permet aussi de libérer. Donc on n'est pas obligé de se sentir bien obligatoirement. Puis justement, est-ce qu'un artiste se sent vraiment bien? Ça, c'est toujours la question aussi que des fois je me pose moi-même en rencontrant beaucoup d'artistes, en me disant mais est-ce qu'on arrive, comme c'est tout le temps dans cette recherche de création, de cette envie, de pourquoi est-ce que je crée? Est-ce que c'est parce que je veux être connue, ou est-ce que c'est parce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est viscéral? Il y a beaucoup d'artistes qui rentrent et qui restent dans cette notion de spleen, et qui l'entretiennent volontairement. Et c'est là aussi où il y a des limites et il y a des choses où il faut faire attention, parce que justement, si on rentre dans un spleen continu, c'est des personnes qui après, le spleen amène à de la dépression aussi. Ça dépend de comment est-ce qu'ils arrivent à créer. Il y a des personnes qui sont très très bonnes dans la création quand justement ils sont plutôt tristes, et des personnes, quand ils sont tristes, ils n'arrivent plus à créer. On a une appétence particulière pour une émotion qui nous permet de créer plus ou moins? Oui. Ça dépend des personnes en fait. Il y a des personnes quand leur vie va bien, quand ils sont épanouis, quand ils arrivent à avoir des projets, ils vont réussir à écrire d'autres projets. Ils vont encore plus créer, parce que ils ont cette dynamique là, et ça leur donne ça les rassure, ça leur donne de l'énergie, et ils arrivent à créer davantage. Il y a des personnes, ils ont besoin de plus de temps. Ça se remarque chez les artistes. Il y a des musiciens qui vont peut-être des fois, je pense aux musiciens, mais il y a plein d'autres situations, mais qui vont réussir à pas mal enchaîner certains projets. Il y en a qui ont besoin de plus de temps. Alors bon, il y a tout le côté aussi derrière production, finance, etc., et marketing et les objectifs. Après, il y a d'autres biais. Mais par rapport à la création, il y a des artistes, quand ils disent, là, on a besoin d'une pause. Ok, mais c'est bien aussi. Ça permet ça montre aussi un peu les besoins que l'artiste a. Tu me dis si jamais c'est... Non, je m'éloigne pas trop. Pas du tout. On est là pour explorer aussi, de toute façon. Oui, tout à fait. Les réponses, on les a pas forcément à 100%. Non, on les a pas à 100%, ça c'est sûr. Y a-t-il un mal du comédien, un mal du sportif, un mal du musicien, etc.? Alors, le mal de sportif, moi, je les connais un peu moins, mais quelque part, quand on a des danseurs, ça reste pour moi des sportifs de haut niveau. En tout cas, c'est la manière dont je sais que j'approche ça, et ça se voit beaucoup. Les danseurs, oui, ça va beaucoup être lié quand même au corps, ça va être lié aussi à il y a des choses qui reviennent, mais dans le mal, c'est surtout les problématiques qu'ils peuvent traverser. Ça va aussi être ok, en fait, je me suis battue, et généralement, c'est des passions qu'ils ont depuis qu'ils sont nés. Donc ils font en sorte de se battre pendant des années, ils arrivent à faire des choses, à utiliser leur corps, et puis ça s'arrête parce que il y a un âge qui s'arrête. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on peut se retrouver un sens. Ouais. En fait, ça va être ok, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Mais qu'est-ce que je veux faire maintenant à 30 ans, 35 ou 40? Et il reste du temps. Et ça peut être un peu une source d'angoisse, justement, parce que ça va être et puis il y a un deuil à faire.
Moi, je parle de deuil de cette vie, de cette première vie, et ok, bah, il y a eu ça. Et puis, tous les danseurs n'ont pas envie de devenir prof de danse. Et tout le monde n'a pas envie derrière de rentrer là-dedans. C'est plus, ok, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je reste surtout dans le milieu artistique? Est-ce que je veux rester dans le milieu artistique et à faire d'autres batailles, parce que forcément c'est pas les mêmes en fonction des domaines, c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas la même longueur, c'est faut quand même beaucoup de patience pour travailler dans le milieu artistique. Et c'est quand même des métiers qui demandent de la patience, de la force. Il faut réussir à se dire ok, bon voilà, j'ai du refus mais je continue, j'ai encore du refus mais je continue. Et donc forcément quand ils ont déjà traversé ça pendant plusieurs années et qu'après il faut recommencer à zéro en sachant qu'il y a une forme de réorientation. C'est le mot réorientation, il fait très collège, mais en fait, il y a un peu ça qui revient. C'est vraiment là, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, quoi. Qu'on peut avoir quand on est plus jeune. Tu es une conseillère d'orientation, en fait. C'est pour ça que le coaching d'artiste, je travaille beaucoup sur qu'est-ce que t'as envie de faire après. Ça va être il y a le mini-deuil à traverser, donc il y a aussi ce rapport-là, tout en disant, tout ce que t'as vécu, ça t'a apporté quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu as envie d'explorer? Est-ce que finalement tu as envie de rester dans ce milieu? Est-ce que tu as envie pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui soit vont devenir acteurs, soit vont réaliser, vont se mettre à écrire. Et puis des fois, il y a aussi en fait, maintenant, j'ai plutôt envie de rentrer dans le régime général, les métiers plus classiques quelque part. Ou après, on a beaucoup aussi dans les techniciens. Tout simplement, on passe aussi de l'autre côté de la caméra, on fait d'autres choses. Mais j'ai déjà eu des personnes qui ont la carrière artistique s'est arrêtée pour après partir vers des métiers plus simples, des métiers où on m'a dit non, finalement devenir vendeuse ou dans la restauration. Bon, la restauration, je trouve aussi que c'est une forme d'art, mais ça dépend. Mais ils ont envie de quitter ce milieu qui peut être stressant. Ouais, avec qui ils ont plus rien à dire Je pense pas qu'un artiste ait plus rien à dire. Parce que de façon générale, je pense pas qu'un être humain n'ait plus rien à dire. Donc. On va partir loin. Qu'est-ce qui t'a conduit sur la voie qui est la tienne? Beaucoup de remises en question. Non, j'ai un parcours un peu atypique et pourtant assez logique. Je sais même pas par quoi commencer. J'ai toujours aimé, j'aimais le jeu, j'aimais le cinéma, j'aimais le théâtre. J'ai fait de la danse. J'ai aimé en fait l'art depuis petite. J'ai commencé petite à 3 ans à faire de la danse classique. Donc en fait, ça, j'ai quand même appris aussi pas mal de choses. Et j'ai toujours aimé la psychologie aussi, qui fait que en fait l'être humain m'a toujours, la psychologie de l'être humain m'a toujours intriguée. Et c'est en faisant des recherches que je me suis dit tiens, il y a un métier d'art thérapeute. Donc ça, c'était il y a longtemps, mais c'était encore très peu connu. Je me suis dit tiens, art thérapeute, pourquoi pas. Quand tu l'as découvert? Parce que un peu tiré du chapeau quand même celui-là. Mais c'est un peu j'étais jeune, hein, je devais être au lycée, à peine au lycée, sortie de collège, lycée. Tellement de gens, moi je me suis retrouvé aussi dans la situation comme tout le monde, hein, à un moment donné, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ouais, c'est ça. Vers quoi je me dirige? Parce que ça peut, derrière, ça trace les 10, 15, 20, derrière 30 plus années. Oui. Je suis un peu tombée, en fait, j'aimais l'art, mais sans trop l'avouer. Parce que je viens pas du tout d'une famille, ma famille ne vient pas du milieu artistique. Pression sociale, ok. Donc à proprement parler de certains métiers en tout cas. Et en fait, je savais que j'aimais l'art. En même temps, la psychologie c'était pourquoi pas. J'ai essayé aussi et j'ai eu un effet de tâtonnement. Et en même temps, le théâtre me plaisait. Donc c'est après, j'ai commencé à faire du théâtre, tout en faisant mes études de psychologie. Et c'est vraiment en testant que j'ai fait, je teste là, je vois où ça mène. Ok, je teste là, je vois où ça mène. Et puis des recherches. Puis me rendre compte qu'en fait, il y a peut-être un lien que je peux faire entre les deux. Qu'est-ce que c'est que ce lien? Et puis après, je me suis mis, comme un peu une folle que je suis, à travailler les deux.
Donc en fait, à tout simplement me dire très bien. Et je faisais à la fois mes études de psychologie et des cours du soir dans une école de théâtre et de cinéma. Donc c'est vrai que je dormais très peu pour pas changer, mais c'était intéressant parce que moi je savais où j'allais, ce qui n'était pas forcément le cas de mon entourage, parce que je tâtais le terrain, mais il y avait cette notion de ok, en fait je fais telle formation, mais les personnes que j'avais dans telle formation ne connaissaient pas l'existence des autres, et inversement. C'était rare, mais parce que on a du mal avec la multi-activité en France, les multi-statuts. C'est souvent, si tu fais l'un, t'es pas capable de faire l'autre, ou alors tu sais que tu fais à moitié les choses. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je passerai toujours ma vie, je pense, à dire je ne suis pas d'accord avec ça. Tout simplement parce que déjà, la majorité des artistes font plusieurs choses. Comme si on disait à un réalisateur, on en a quand même plein, des réalisateurs acteurs. On disait, t'es réalisateur et t'es acteur, tu peux pas être les deux. C'est bizarre, pourquoi est-ce que là, des fois, on dit ok, ça passe. Mais moi, comme j'avais 2 activités qui étaient la psychologie et l'art, on trouvait qu'il y avait comme une forme de décalage trop important pour que ça soit logique. Pourtant, c'est si lié. Enfin, c'est... Après, on est sur le vieux continent, on a des vieux principes. Oui, de ce côté-là, oui. Surtout, oui, la psychologie, elle a des aspects des fois très old school aussi, surtout en France, et puis, oui, c'est sûr que de ce côté-là, mais ça change. Je trouve que ça change. Les mentalités évoluent. Oui, parce que en fait, déjà les mentalités évoluent dans le sens où aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare d'avoir des personnes qui restent 40 ans dans la même structure. Les réorientations sont beaucoup plus courantes. Je me souviens d'un cas d'un chef d'entreprise qui est devenu boulanger du jour au lendemain, et pourtant il était dans une entreprise du CAC 40. Enfin, je veux dire, c'était... Puis non. Et en fait, les réorientations se font beaucoup plus. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui se réorientent. Mais même des personnes qui ont peut-être des activités plutôt, j'aime pas le mot classique, mais des activités qu'on a plus l'habitude de voir, de voir, tout à fait. Et je vais rencontrer parce qu'ils vont peut-être se dire, tiens, en fait, est-ce que j'aimerais pas te faire telle et telle chose, finalement, est-ce que j'aimerais pas rentrer quand même faire un peu de dessin, ou alors faire du yoga, ou... Ils n'ont pas encore pris leur décision. Ils se posent des questions. Ouais. Mais techniquement, quand on commence à se poser la question, c'est une petite forme de décision qui arrive derrière. Pourrais-tu me décrire tes 2 métiers et pourquoi ce choix? Je commence par lequel? Si tu veux. Plouf. Ouais, mes 2 métiers. En fait, mon métier de psychologue, moi je suis psychologue sociale de formation, donc la psychologie des groupes. Et donc psychologie sociale dit aussi psychologie du travail. Et après, j'ai fait des formations complémentaires pour faire la clinique. J'ai fait un diplôme universitaire en art-thérapie quand je l'ai trouvé et que j'ai pu le faire. Tu saurais me donner une définition de l'art-thérapie? C'est l'utilisation d'un médiateur artistique pour pouvoir aider la personne. Ça veut dire quoi, un médiateur artistique? Ça veut dire que lui-même doit être artiste ou... Non, pas nécessairement. En fait, ça permet, médiateur artistique, ça va être le dessin, la photo, la peinture. Ça va être un outil qu'on va utiliser pour un peu remplacer la parole. Puisque par moment, il y a des personnes qui n'arrivent pas à exprimer par des le choses. biais. Et donc, par le biais, ils vont dessin, extérioriser. Et c'est en travaillant là-dessus que ça permet d'amener des choses, le travail thérapeutique avec un peu plus de douceur. Parce que ça peut arriver qu'on se retrouve, alors ça, on peut avoir des patients qui n'arrivent pas à parler en séance. Ça arrive beaucoup. Et ce qui permet, en fait, tout simplement de passer par ça. Contourner. Et là, ça, c'est vraiment l'art-thérapie en elle-même. Moi, dans l'approche du coaching artistique, j'ai à la fois un mélange où on passe par ça, et en même temps où c'est une aide aussi à la création et à là j'ai tel et tel élément bloquant, est-ce que j'arrive à l'utiliser pour créer telle et telle chose, est-ce que finalement le fait d'en discuter, le fait d'en parler, donc en fait je guéris un petit peu, je me sens légitime d'en parler, et donc après j'arrive à l'exprimer. C'est toujours c'est une frontière toujours un peu floue entre les deux. Je fais toujours un mélange en fonction des besoins. Une autre frontière floue, c'est quelle est la différence entre le coaching et la thérapie? Le coaching, c'est de la thérapie douce ou... Non, pas vraiment. En fait, le coaching... Pour des gens qui n'assument pas forcément le côté
médical entre guillemets ou... Oui, il peut y avoir un peu de ça, mais le coaching va y avoir plus d'outils aussi. On va moins rentrer dans le pathos, on va peut-être moins rentrer dans ce qu'on appelle l'anamnèse, donc l'histoire de la problématique familiale, par exemple. Je peux très bien avoir des personnes, moi, en coaching, qui vont dans aucune séance, je vais connaître les problématiques familiales, ce qu'ils ont vécu quand ils étaient petits. On n'est pas obligé de rentrer aussi loin qu'un travail thérapeutique. C'est pas la même chose. On n'est pas sur le même accompagnement. Coaching, c'est là où moi, quand j'accompagne pour justement la question de la réorientation, qu'est-ce que j'ai envie de faire après, c'est plus du coaching que de dire la thérapie. Thérapie, on n'est pas là pour apporter des réponses quelque part. On est là pour aider, soigner, écouter. Le coaching, il permet aussi d'un peu plus de tenir la main pour dire, bah voilà, là peut-être teste, vois. C'est pas les mêmes outils. Et ça se voit en fonction des personnes qui vont dire, bah voilà, moi je viens, c'est pour du coaching. En fonction du besoin ou c'est eux-mêmes qui savent déjà ce dont ils ont besoin? Alors c'est un peu bizarre comme question. Je pense que j'ai compris le sens. Ouais, je te remercie. En fait, il y a des personnes qui vont venir parce que ça va être de leur fait, vont tout de suite me dire, je ne aborderai pas certaines questions personnelles, familiales, historiques, histoire. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est ça que j'aime avec pour moi, c'est un atout d'avoir en plus mon diplôme de psychologue, c'est que on l'aborde toujours un peu, mais détourné, ou on sait que ça va jouer. C'est pour ça que ça m'a surpris quand tu m'as dit, ouais, on n'apporte pas du tout. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où il y a une petite frontière ou pas un frontière, un plafond? Oui, après, ça va dépendre. Il y a des personnes qui veulent vraiment pas les aborder. C'est un refus, mais généralement, s'il y a un refus catégorique, qu'il y a du rejet, c'est qu'il y a une raison derrière. Bah ouais. Et après, des fois, c'est des personnes qui ont tout simplement fait un travail thérapeutique et qui ont déjà travaillé sur eux-mêmes aussi. Ouais. Et donc, ils viennent pas chercher les mêmes choses. Et là, c'est pas pareil. Quand il y a une personne qui a un rejet, généralement, même les coachings, ça marche pas parce qu'il y a des choses qui ont besoin on a besoin de revenir sur certaines choses pour débloquer, pour pouvoir dire, ah, ok, mais en fait, ça, c'est bon. Je rentre maintenant, je fais des choses, je mets en place. Donc, c'est coaching, psychologie, en tout cas moi par rapport à mon approche. Je pense que si tu me parles avec des coachs qui font vraiment du coaching de suivi, de professionnels, psychologues, enfin il y a des choses qui sont plus marquées dans c'est des métiers qui sont extrêmement cadrés quelque part. Psychologue c'est ça, coach c'est ça, et c'est pour ça que il y a eu un peu des guéguerres entre les psychologues et les coachs, comme avant il y avait des guéguerres entre les psychiatres et les psychologues. Hein. Donc il y a toujours ces trucs-là où on vous marque bien. Moi, je mélange un peu la psychologie et le coaching. T'aimes bien mordre un peu sur la... Ouais, je mords un peu sur la ligne, mais même pas moi c'est pas moi qui décide, en fait. C'est intéressant, c'est tout simplement comment est le patient, qu'est-ce qu'il a en face, qu'est-ce qu'il veut. Et parfois, des personnes en coaching, il y a quand même un petit biais de psychologie où il y a une petite chose qu'il fallait regarder, et c'est parce qu'on va aller regarder un peu que ça va permettre d'avoir une solution. C'est vraiment le but, c'est que ça soit fluide de toute façon. Donc finalement, c'est bien de toujours, de toute façon, tout psychologue est un peu coach, tout coach est un peu psychologue. Enfin c'est ça, on reste des êtres humains. Certes, c'est des métiers, mais c'est des métiers d'humains. Et les métiers d'humains, ils sont aussi liés à ce qu'on est en tant qu'humain. C'est-à-dire que moi, j'ai eu mes patients, ils viennent me voir aussi par rapport à moi, comment je suis en tant qu'être humain. C'est pour ça qu'on match avec des psychologues et des coachs comme on match pas avec certaines personnes. On peut passer plusieurs rencontres, on peut voir 3 psychologues avant de trouver son psychologue généralement. Ce qui est logique finalement. Ça reste de l'humain, face à l'humain. Donc, on n'a pas non plus les réponses à tout. Ça, c'est vrai que c'est une fausse croyance qu'ont beaucoup les gens. Et donc, directrice casting? Et oui, c'est intéressant. C'est pas un métier auquel j'avais pensé naturellement. C'est un métier qui est venu un peu à moi, et en même temps, moi, je trouve ça très logique parce que j'ai fait une école de théâtre et de cinéma en tant que comédienne. Donc, j'ai commencé en jouant. Bon, petit à petit, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à aimer la mise en scène, j'ai commencé à faire plus de mise en scène que d'acting. J'ai
satisfaction énorme à pouvoir tout simplement mettre en scène et diriger des comédiens. J'ai commencé en faisant en fait de l'assistanarial, et puis j'ai eu la possibilité de travailler en tant qu'assistante dans la casting figuration, donc de rencontrer le concept même du figurant, et donc de tous les humains qu'on rencontre surtout, et de toutes les problématiques aussi clairement d'artistes qu'on rencontre très 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 bien dans ce milieu-là, Okay. en tout cas dans le cinéma, l'audiovisuel de façon générale. Et puis j'ai fait une expérience, et puis une deuxième, et puis une troisième, et l'avantage c'est que ce qui fait que ça avait un impact aussi sur mon métier de psychologue et de coach. Et donc, Dans quel sens? Dans un sens où, comme j'avais ce métier qui se développait aussi, j'apprenais aussi d'autres choses. Et puis je rentrais tout simplement dans l'intermittence du spectacle, qui m'a quand même appris beaucoup de choses sur tout simplement ce statut-là. Donc ce statut aussi avec ses problématiques, les stress qui sont associés. Et puis la rencontre, et puis les techniciens du cinéma, en tout cas les techniciens, je connais moins les techniciens du théâtre, mais bon, dans tous les cas, ça reste quand même, il y a quand même toujours des similitudes. Et en fait, ça m'a donné des connaissances supplémentaires qui m'ont permis aussi de me sentir plus légitime pour accompagner des artistes, parce que forcément, je connais aussi certaines choses. L'envers du décor, entre guillemets. Oui, c'est tout simplement les mêmes langages. C'est-à-dire que quand ils viennent et qu'ils me disent, voilà, il me manque des cachets, des fois, moi, j'ai déjà des personnes qui m'ont dit, moi, je veux voir un psychologue ou un coach, je leur parle de cachets, ils comprennent pas de quoi je leur parle. Cachet d'aspirine, etc. Oui, et en fait, c'est le nombre d'heures, l'angoisse des heures, et puis la réalité des conditions de travail des figurants, et puis la réalité des conditions de travail dans le milieu du cinéma, et puis tout simplement la réalité de tous ces métiers-là, et puis tous les impacts sur la vie perso aussi. Là, je pars en tournée 2 mois, ou là je pars en tournage 3 mois. Ma vie personnelle, elle est en pause. Quels sont les impacts derrière? Qu'est-ce qui est difficile? Et donc ça m'a rajouté des connaissances, tout simplement parce que je les ai vécues. Je suis moi-même partie en tournage plusieurs mois. J'ai moi-même eu peu d'heures de sommeil à mon actif. Donc, ce qui fait que tout ça... Il y a une récurrente. Il y a une récurrente, ouais. C'est ce qui fait beaucoup rire mes proches, ouais. C'est la récurrente. Je suis pas connue pour dormir beaucoup. Travailler beaucoup, oui. Sauf penser à son petit... À son confort personnel. Ouais. Et ça me fait rire aussi. C'est toujours, on dit toujours, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Bon, l'avantage, c'est que j'ai moi-même quand même fait un beau travail thérapeutique, et j'ai toujours forcément moi-même une psychologue depuis des années, parce que on peut pas aider des gens. Moi, je considère qu'on peut pas aider des gens si on s'aide pas soi-même avant. Mais c'est vrai que oui, en termes de repos, c'est déjà arrivé que j'ai des patients qui me disent, faut que tu dormes, Aurélien. C'est toi qui vas t'allonger sur le oui, fameux divan. Ils le voient généralement, s'ils le savent. À quoi ça sert un directeur de casting? Quel est son rôle pendant la prépa d'un film et pendant le tournage? Alors, je pourrais du coup... Le directeur de casting, petit rôle figuration. Ça c'est le poste que j'ai particulièrement. Je m'occupe pas des rôles principaux, pas encore, peut-être un jour. Pourquoi pas? Je verrai. J'avoue que je laisse la vie faire aussi. Directeur de casting, petit rôle figuration, ça va être tout simplement d'ajouter tout le décorum humain autour. Donc on n'arrête rien quand on regarde un film, n'importe quoi. Tu vas dans un restaurant, tu fais une scène de restaurant, s'il y a personne dans le restaurant, c'est bizarre. On va avoir 2 comédiens dans un restaurant vide. On va dire, pas très crédible quand même cette histoire. Donc c'est vraiment rajouter tout simplement tous les êtres humains. Ça va être, on va avoir une sortie de collège. On a évidemment 40 enfants, quoi. Et puis les parents. Et puis, en fait, c'est de rajouter tout simplement l'humain. Alors, la différence, il y a la figuration, il y a les silhouettes, il y a les petits rôles, il y a, en fonction de le cinéma, par exemple, dans le cinéma, on a les silhouettes parlantes, les silhouettes muettes. Il y a des différences après d'importance. Un petit rôle qui va avoir une réplique, 2 répliques. Ça reste un petit rôle, mais quand t'as un comédien principal qui va passer et que t'as un saveur, il va y avoir une interaction. C'est pareil, c'est logique, sinon c'est pas crédible. Si on a un comédien qui parle tout seul avec 2 autres comédiens et que t'as jamais d'interaction avec d'autres êtres humains, tu dis, dans la vie, c'est pas comme ça que ça se passe, donc pourquoi, c'est pas logique. Bon, c'est des petits rôles, on va pas se mentir, qui sont beaucoup coupés au montage, mais c'est normal. Il faut bien un barman qui serve le verre. Mais il faut, qui dit, voilà, bonjour madame, ou alors un portier, c'est. Et le truc qui me stresse dans tous les films, c'est que soit il paye jamais, il paye
Il laisse le billet, il se barre sans attendre l'échange ou il y a un truc qui fait que tu fais. Mais on fait jamais ça dans la vie. Oui, bah, ça c'est sûr. Et de temps en temps maintenant ils mettent j'avais fait un film où elle payait en carte bleue. Et donc t'avais sur la machine et t'avais eu le bip. Et là j'ai fait Wow. Et bon, ça. On est dans le futur. Ouais, mais c'est vrai que bon, de toute façon il y a toujours des choses où si vraiment on voulait regarder dans le prisme réalisme, on ferait des choses qui sont pas très logiques. Ouais, alors après, si on commence à regarder les détails, c'est qu'on n'est pas dans le film, donc c'est mauvais signe. C'est mauvais signe et c'est que le film est mal écrit et qu'on suit plus du tout l'action parce que finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de rentrer dans du réalisme? Est-ce que justement les films, c'est pas pour fuir le réalisme? Là, on peut encore partir dans un débat qui va très loin. J'aime beaucoup cette parce que c'est précisément ce que je pense, mais oui. Quel est son rôle donc pendant la prépa d'un film? Pendant la prépa, ça va être tout simplement le contact, le contact. Le contact, c'est très bizarre de dire comme ça. Ça va être rencontrer aussi le réalisateur, la réalisatrice, voir les différentes envies. Par exemple, tel rôle, comment il est, tu l'imagines comment, quel type, un homme, une femme, le genre, l'âge. Et ça va être donc là, il va y avoir des castings. Donc là, tu trouves des comédiens, tu les rencontres, tu les diriges. Après, tu présentes les comédiens. Tu vois qui match pas. Puis t'as ça c'est pour les petits rôles. Et puis après, tu rentres dans le casting des silhouettes, donc les personnes qui sont reconnaissables à l'image, mais qui n'ont pas forcément de texte. En tout cas, ça va dépendre. Et puis après, il y a la figuration. Et l'air de rien, ça demande du temps. Parce que quand on se retrouve on nous dit, là, on a 70 personnes. Généralement, pour avoir 70 personnes le jour J, c'est que t'en as contacté le double. Et donc c'est pareil, où est-ce que tu es? Tu tournes où? On tourne là dans 77. Là on tourne en Picardie, en Normandie. Ok, donc tu vas prendre des gens qui sont locaux. Mais du coup ces personnes-là, faut mettre des annonces, faut les retrouver, faut qu'il y ait des gens qui postulent, faut tout simplement faire un listing et une base de données de personnes. Et après, j'ai plein de personnes. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un peu de tout. Il me faut, si on est sur du contemporain, on va dire, là, il me faut, je vais prendre une femme de 30, une femme de 40, là, un homme de 40. On va pas prendre 10 personnes et ça va être 10 personnes qui ont 20 ans. On est obligé d'avoir, puis on met de la mixité aussi. Donc, c'est des petits éléments comme ça qui font que, on se dit, ok, là, il me faut telle et telle personne. Petite salade. Exactement. Et généralement, je fais vraiment avec un tableau, avec les âges, et en fonction de je vais avoir de la diversité, je vais pas prendre les mêmes couleurs dans mes trucs. Enfin bon, bref, faut trouver en fait pour que ça soit encore une fois tout simplement crédible et puis ça va dépendre des intentions, ça va dépendre des demandes. Donc, là, oui, si on fait une sortie de collège, tu sais que tu dois recruter beaucoup d'enfants. Et les enfants, ça, c'est encore un autre dos. Parce qu'il y a des impératifs légaux qui sont lourds. Ouais. Peut-être pour un autre jour, parce que on a déjà beaucoup à faire, mais oui, c'est administrativement, vaut mieux qu'il n'y ait pas d'enfants dans le... Et pendant le tournage, qu'est-ce qui se passe? Pendant le tournage, ça va être la gestion, déjà continuer de faire ces journées-là, de remplir, de caster. Et puis après, ça va être tout simplement la réception de la figuration, de l'accueil, de l'explication, de la gestion, tout simplement, de toutes ces personnes qui viennent sur un plateau avec une adresse, une horaire précise, qui savent pas forcément, la veille, ils étaient sur un autre film, le lendemain, ils sont sur un plateau de série de télévision. Donc, ça va être de la coordination. Et puis après, ça va être de l'installation sur le plateau. Il va y avoir un aspect mise en scène aussi. C'est plus intéressant de dire à un figurant, là, tu traverses. Bon, plutôt lui dire, là, tu vois, en fait, t'es hyper pressé, t'as envie d'aller à la boulangerie en face. Et donc, l'intention n'est pas pareille. Et donc, c'est intéressant aussi de donner l'intentionnalité dans leurs actions. Généralement, ils passent une meilleure journée parce que la figuration, c'est vraiment des journées où tu attends beaucoup. Donc, faut t'amuser un minima quand même sur cette journée. Et puis après, il y a tout le côté administration, création de contrat, les payes, et puis la partie très fun, mais qui est nécessaire puisque généralement, ce sont aussi des personnes qui sont en besoin de cachet, des fois même en SOS cachet, qui ont des dates d'intermittence à renouveler. Et donc, si toi, t'es trop long à gérer les clôtures, à gérer les fins de journée, c'est des personnes derrière la suite de la production, l'administration de production, peuvent pas les payer. Si toi il y a plein de choses, il faut que ça soit des personnes qui signent des contrats, il y a plein de choses comme ça où il y a des petits éléments où si on n'avance pas assez vite, ça recule, ça retarde tout le monde. Et donc,
peut pas forcément après, voilà, SOS cachet, le cachet, clac, sous le nez. Donc bon. Tu peux me faire un petit survol de la trajectoire quand t'es engagé sur un film ? Entre le coup de fil, allô, bonjour, on a besoin de vos services. Et le merci à la prochaine fois. C'est genre, à chaque fois on se dit la prochaine fois, j'espère. Oui, j'espère. Mais ça va être bonjour, voilà, je pense à toi, j'ai quelque chose éventuellement, et puis ça va être là, on commence avec la lecture du scénario. Si on dit en fait là, ça serait tel démarrage, lecture du scénario. Bon, maintenant on a beaucoup du alors là c'est reculé, voilà c'est avancé, on sait jamais quand est-ce qu'on vraiment on démarre. Et puis c'est ok, maintenant tu commences, très bien. Et après c'est combien de semaines, combien de temps, combien de budget, parce que ça détermine aussi forcément. Tout simplement tes temps de prépa. Si t'as des assistants, pas d'assistants, puis ça dépend de plein de choses. Tu sais que tu vas dire, là, finalement, je vais avoir telle période, je vais faire 1 mois de prépa ou 2 semaines de prépa, puis après je suis en tournage, ça va dépendre de la taille du projet aussi, de l'ampleur. Puis encore une fois, s'ils ont 500 figurants, c'est pas la même chose que 2000 figurants, 3000 figurants, du contemporain ou de l'époque. Film d'époque, faire tous les SCH costumes de chaque figurant. Si t'as 5000 figurants sur un film qui doivent tous faire un SCH costume. Chaque moustache. Tu dis ça. Voilà. Mais il y en a. Les moustaches, les perruques, et puis les grimer et les salir. Et donc, généralement, chaque projet va avoir une temporalité différente. Et puis après, ça va être le démarrage de la prépa. La prépa où généralement, tu as toute l'équipe qui commence à se constituer, où il y a les premiers plans de travail. De toute façon, on a toujours des postes qui commencent bien plus tôt. Et puis après, il y a le démarrage du tournage. Et donc là, après, c'est un autre rythme encore, parce que, en tout cas, dans la figuration, enfin, dans tous les projets, de toute façon, il y a toujours du travail, c'est toujours constant. Mais la figuration, tu t'arrêtes jamais. C'est-à-dire que quand ta journée de tournage, elle est terminée, toi, t'as pas terminé. Parce que tes figurants qui reviennent le lendemain, tu les contactes en fin de journée, parce que t'as les infos en fin de journée. Tu passes une partie de la soirée à vérifier que tout le monde est là le lendemain. Les week-ends, c'est pareil. Donc en fait, c'est toujours en veille. T'es jamais en arrêt total. Ce qui est un peu fatigant avec ce métier à la fois génial, mais c'est ça qui fait que faut tenir. Un métier d'astreinte. Ouais. Aurais-tu une histoire à partager comme Dircast ? Eh ouais, à brûle pour point. Waouh. Tu es libre du sujet. Une histoire. Pour mieux se rendre compte de, je sais pas, de ce que tu vis, de ce que c'est, une idée, qu'on fasse une idée concrète, parce qu'on a parlé beaucoup de choses. Bon, les contrats, c'est concret, mais ça parle pas forcément aux gens. Oui, oui. Je réfléchis à... J'ai l'impression que j'en ai tellement, en fait, que ça se mélange. En fait, c'est bête. Je pense à un exemple tout simplement qui m'est arrivé il y a 2 jours. Mais alors, c'est très bête, hein. Je pense que je pourrais trouver des choses encore plus concrètes, mais là, je reste toujours dans tout ce qui est gestion de figuration. C'est un enfant qui a plus envie de venir, qui a tout simplement plus envie d'être là parce que finalement c'est trop tôt, que l'heure lui convient pas, qu'il stresse, il a plus envie de venir. Et en fait, on a un parent qui appelle à 19h30, 20h, et puis qui met le téléphone au milieu de la conversation entre les parents et l'enfant, et pour dire voilà, faut que tu viennes. Et donc il lui dit non, je veux venir que si j'ai un petit rôle, je veux pas faire de la figuration. Parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui sont là mais qui veulent être comédiens, enfin qui sont comédiens. Mais il y a des personnes, faire de la figuration pour eux, être figurant, c'est à la fois super, mais c'est souvent très très péjoratif. Quand tu es figurant, il y a encore des images très négatives malheureusement de ce rôle-là. Pourtant ils sont essentiels. Mais par contre, ça reste encore très péjoratif. Et donc, voilà, je me retrouve avec un parent et un enfant au téléphone à expliquer le concept du métier, comment ça se passe, pourquoi est-ce que... qu'il avait déjà commencé à tourner. Non, il n'avait pas commencé encore. Ah. Et donc... Il y avait encore moyen de le recaster au cas où, oui. Après, à 22h, c'est toujours... on est toujours content dans ces cas-là, mais il y a toujours moyen... Mais c'est plus on essaie d'expliquer.
C'est plus donc après ce qui était drôle, c'est finalement bon bah voilà, j'ai dit moi tenez-moi au courant, puis le petit je sentais qu'il voulait plus. Puis après je me dis bon, moi j'ai Il va faire une entre-temps PlayStation. je gère d'autres choses, je me dis voilà, bon ça fait du sou, et puis voilà, comme une expérience, on essaye plusieurs choses Oui, on quoi. essaye de tenter. Et puis ça un appel à 21h avec l'enfant au téléphone pour me dire bon bah finalement je viens, je suis content, je suis désolée. Et c'est beaucoup ça, c'est des craintes aussi. Il y a des personnes ils sont stressés et des fois ça va être leur première expérience, des fois ça va être en tout cas pour la figuration ça arrive. Ils ont pas forcément les codes aussi de savoir à quel moment ils vont avoir les infos, et quand ils ont les infos à 20h alors que le C'est le lendemain stress ils de tournent. dernière minute. Bah oui, ils savent pas, sauf que nous on a l'habitude, mais c'est vrai que nous on n'a jamais les infos en amont. Et après pour les rôles, les comédiens, ça va être des fois des comédiens qui sont très stressés, ça arrive d'avoir des comédiens qui sont pourtant très bons, hein, mais qui, ou alors j'en ai eu un comme ça, un comédien que je trouve absolument extraordinaire, qui était venu, qui avait fait le casting, qui avait proposé plein de choses, et en fait il est parti, donc on avait d'autres choses à faire, moi à ce moment-là j'étais assistante, et puis il est revenu, il a redébarqué devant le bureau, il a fait j'ai une autre idée, j'ai une autre propale, j'ai envie de la faire à la Bacri. Et qu'est-ce qu'on sait? Et on l'a regardé, on a fait allez, on avait le temps, on pouvait. Et c'est aussi du propose, on a des castings, et on a pendant les périodes de casting, moi je sais que j'aime bien prendre le temps. J'ai aussi travaillé avec des personnes qui aimaient prendre le temps. Des fois des castings, les gens ils arrivent, ils sont stressés, c'est bonjour, t'as même pas un verre d'eau, c'est hop, faut faire la scène, tu l'as fait une fois, deux fois, et puis après tu pars quoi. T'as mis plus de temps pour venir du casting que le casting. Ouais. Alors oui, on n'a pas toujours le temps, mais si on arrive à passer du temps, 30 minutes à 45 minutes avec un comédien pour un casting, ça permet d'avoir tout simplement le small talk, la personne elle se détend un petit peu, on réexplique la scène. Il y a un bug de texte, évidemment, le stress fait qu'il y a des bugs, donc après on réajuste, on l'a fait une fois, deux fois, et puis après il y a de la respiration. Et c'est quand même beaucoup mieux, c'est beaucoup plus agréable pour les comédiens que d'arriver et de faire allez hop, t'enchaînes, 10 minutes, hop, clac. Ouais. Parfois je suis à la bourre, et puis Ouais. en plus j'ai monté les marches, et C'est puis ça. donc ils arrivent, ils sont pas du tout dans l'énergie. Ils sont pas du tout dans l'énergie, et puis ils sont frustrés aussi. Ouais. Comédiens qui sortent d'un casting frustré, il y en a tellement, mais parce que ils ont essayé, et puis le stress, et puis en fonction du rôle, s'ils ont vraiment envie, enfin, je dis pas, il y a quand même des castings, des fois, c'est pas les mêmes, quoi. Qui a un côté un peu maternel, un côté un peu faut que je rassure. D'où le fait que la psychologie est extrêmement utile. Oui, après, tout le monde n'est pas comme ça, hein, tout le monde n'a pas, moi j'ai déjà eu des comédiens qui avaient des histoires de casting absolument horribles, hein. Il y a des personnes qui ont arrêté de travailler aussi dans le milieu parce artistique. Parce qu'ils ont été cassés par... Parce qu'il y a eu il y a des abus, il y a des fois des comportements, puis c'est comme partout dans la vie, hein. Des fois il y a des personnes, c'est pas des gens très sympas, voilà, ça arrive, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a eu des personnes qui ont des histoires de casting, c'est toujours, je trouve ça assez hallucinant, quoi. Est-ce que le fameux masque de l'artiste est une protection ou une nécessité? Son poids est-il trop lourd à porter pour certains? Le masque de l'artiste. Tu peux me poser la question? Bien sûr, plaisir. Est-ce que le fameux masque de l'artiste est une protection ou une nécessité? Son poids est-il trop lourd à porter pour certains? C'est intéressant de mettre un « ou » entre protection et nécessité. Pour toi, c'est « et ». Oui. Parce que finalement, on parle du masque de l'artiste comme on parle du masque social. Là, on se rencontre, on se connaît, mais on se connaît pas. On a un masque, quelque part. On montre aussi ça. Et ça reste tu montres ce que tu as envie de montrer. Ce que tu as envie de montrer. Après, tu peux être plus ou moins authentique, plus ou moins stratégique dans ta manière d'être. On parle de présentation de soi authentique ou stratégique en psychologie beaucoup. Le masque de l'artiste, en fonction en plus de l'artiste, tu vas avoir, si tu commences à avoir d'être plus ou moins connu, c'est pas la même chose encore. La pression, elle est pas identique. Tu les regardes, des fois, il y a des certaines célébrités, tu les vois, tu te dis mais tu les vois jouer,
ils ont toujours un masque, une façade, mais qui leur permettent de se protéger. Parce que forcément, plus ils sont médiatisés et plus ils sont obligés de mettre ce masque-là. Sinon, c'est pas déjà qu'ils peuvent plus faire. Il y a des moments où ils peuvent plus faire grand-chose. Alors je parle de façon générale, hein, je parle pas spécialement en France parce que je pense pas qu'on ait énormément de paparazzi. Après, je peux dire n'importe quoi, hein, mais On a largement moins que on là-bas. a largement moins qu'aux États-Unis quand même. Mais je mettrais pas un ou. Je dirais c'est à la fois une protection et une nécessité. Et ce qui est paradoxal avec le fait qu'un artiste, à partir du moment où il va créer, un danseur, un comédien, un musicien, quand il chante, des fois il y a des artistes, tu les regardes, mais tu as l'impression de voir de l'émotion pure. Et donc c'est qu'à ce moment-là, ils ont fait ça aussi. Et c'est en ça où ils se livrent. D'où le fait que ça c'est un métier où on se livre énormément. Donc quelque part, si on ne met pas de temps en temps ce masque, tu peux pas être tout le temps ouvert. Ça serait comme métaphore un peu bizarre, hein, mais c'est comme si je te demandais de sortir sans ta peau. Ouais. Ça ferait mal, mais ça surtout t'aurait mal. Donc c'est un peu la même chose finalement. C'est pour ça qu'on parle de sensibilité et qu'on dit qu'on est à fleur de peau. Tu vois, c'est tout ça fait que ce masque-là, tu l'as de façon générale. Mais c'est pas forcément négatif. Il y a des personnes comme ça, en effet, tu les regardes, tu t'arrives pas forcément à savoir ce qu'elles ont en tête, ce qu'elles pensent, quelles émotions. Il y en a, ils en jouent aussi. Ils vont avoir une approche, une manière d'être où tu te dis, c'est pas forcément très agréable. Est-ce que tu as croisé des gens qui étaient écrasés par le poids de leur masque? Je sais pas si le mot écrasé, mais en tout cas que le masque, en fait, quand le masque commence à devenir presque quotidien, tu peux avoir cette notion de qui suis-je de nouveau, et tu peux avoir cette remise en question aussi parce que ce masque-là, il te protège, mais après tu te mets à très vite jouer un rôle, et en fait t'es plus ton masque que toi-même. Je sais pas si c'est Oui, c'est super clair. Mais donc oui. Je pense qu'à la longue, il y a des personnes, en effet, qui souffrent de ça. Et le danger, il est où, du coup, quand tu deviens ton masque? D'être triste et d'être malheureux, parce que finalement, t'es pas pas toi-même. T'es pas toi-même. C'est que ce masque-là, il est là pour te protéger, il t'apporte quelque chose. Mais après, il y a des personnes qui le vivent très bien et qui en tout cas, vont le dire qu'ils le vivent très bien. Sauf que techniquement, tu montres quelqu'un. Tu te montres pas toi. Donc après, il y a cette notion de, oui, mais les gens, ils m'aiment pour ça. Ils m'aiment pas pour ce que je suis vraiment. Et ça, c'est une notion quand même qui est une notion de tout être humain. Hein. Mais en fait, est-ce qu'on m'aime vraiment pour qui je suis? Et puis de toute façon, pour moi, je considère que c'est ce que la recherche de tout être humain, hein, c'est d'être aimé pour ce qu'on est. Et alors les artistes, c'est pour le coup la problématique. Ah bah là, oui. D'où vient ce besoin d'être vu, reconnu, aimé? C'est une très bonne question. Je dirais que ça dépend de chaque individu. On peut à la fois rentrer dans une spécificité comme une généralité, mais le besoin d'être aimé et vu. Déjà, il y a aussi cette notion de marquer l'histoire, laisser sa trace, la peur de la mort qui provoque aussi ce besoin de marquer, ce besoin de dire j'ai laissé une trace. Ce qui est bien avec les artistes, c'est qu'il y a quand même des choses faites de manière positive. On a la même chose de personnes qui laissent leurs traces de manière négative. Hein. Dans l'histoire, on a suffisamment d'exemples pour le voir. Mais l'air de rien, c'est malheureusement des personnes qui ont laissé une trace. Un peintre, c'est mieux qu'un tueur en série. Oui, disons que oui, mais c'est. On va dire que oui. Mais c'est vrai que voilà, quand on pense à certains artistes, oui, on pense à un Van Gogh, on pense à certains artistes qui laissent des traces ou qui restent des références. Et il y a souvent aussi cette envie d'être une future référence, de laisser sa trace, d'apporter quelque chose. C'est pour flirter avec l'immortalité. Il y a une forme de flirt avec l'immortalité, ouais. En tout cas, il y a toujours cette notion de disparition. Et c'est beaucoup des personnes qui ont cette peur de disparaître. C'est l'ego.
Non, parce que l'ego... Non, en plus l'ego, c'est en psychologie, c'est le soi. Tu vois, c'est. Alors oui, il y a des personnes qui sont juste qui veulent exister pour exister. On va pas se mentir. Il n'y a pas que des valeurs. Je veux marquer parce que j'ai forcément cette crainte de la mort. Il y a des personnes qui aiment ça, aiment être reconnues, d'où le fait qu'après on a des dérives, personnes qui deviennent imbus d'eux-mêmes, qui prennent la grosse tête. Il n'y a pas de généralité finalement, il y a aussi, et puis pourquoi une personne va vouloir se développer dans telle activité, des fois c'est parce que c'est vital, il y a des personnes, ils ont vitalement besoin d'extérioriser les émotions, parce que c'est des capteurs à émotions, et donc forcément comme tu captes, tu gonfles, et après tu as besoin d'extérioriser. C'est en ça où il y a toujours cette notion d'artiste, qui est un artiste qui va être. Je les ai toujours mis en si je dis bien, c'est 3 catégories, 4 catégories. Moi, j'ai l'artiste qui va être celui qui a besoin vitalement de l'être. Et donc on a des artistes qui sont extraordinaires, qui vont par contre vont peindre, mais vont jamais montrer leurs œuvres. Ils le font pas pour montrer, ils le font pour eux, pour extérioriser. Et s'ils le font pas, ils souffrent, tout simplement. Il y a énormément de gens, c'est pour ça que... Enfin, il y en a plein d'exemples, mais je considère aussi, par exemple, que la cuisine, c'est un art. Mais dans la manière dont les choses sont faites, n'importe quelle personne va se poser, va faire un coloriage, on va être contente que le coloriage soit beau. Bah ouais, mais on le fait pas pour le montrer. On va pas exposer notre coloriage. On va juste le faire pour nous, et ça va nous faire du bien. Il y a les artistes qui sont dans leur recherche de célébrité. Ça, c'est encore autre chose. L'artiste qui cherche à être célèbre, c'est pas les mêmes choses. Il va être c'est pas la même. Là, pour le coup, il est très stratégique. C'est quelqu'un qui va vraiment porter ce masque, qui va dire voilà, mon objectif c'est ça, je veux être célèbre. Il va pas forcément agir pour pouvoir développer ou dire voilà ce que je propose au monde, parce que les artistes ont toujours ce rapport très universaliste aussi, à dire voilà qu'est-ce que je peux apporter au monde, qu'est-ce que je veux apporter au monde, avec cette trace toujours. Et les personnes non, ils veulent juste être connus. Parce que c'est pas une fin en soi d'être célèbre en fait. Ah bah non. Puis ça les rend pas forcément plus heureux. Clairement pas. Parce que à partir du moment où t'es célèbre pour rien, principe de pas mal de, je sais pas, de gens qui font, j'en sais rien, des influenceurs ou des... Quand les influenceurs, peut-être qu'il y en a certains qui font des choses très bien sûr. Mais des gens qui sont connus pour, je sais pas, la télé-réalité ou qui n'ont rien fait, qui sont posés un cul sur un canapé pendant 3 semaines sur M6 et ça y est, maintenant je suis connu. Ben super, mais... Qu'est-ce que t'apportes ? Voilà. Je suis connu pour rien, pour aucune raison. Oui. Je crains pour leur psyché. Ouais, mais après, tout le monde n'a pas envie de se développer. Ça peut être très péjoratif ce que je veux dire, mais tout le monde ne recherche pas forcément le développement personnel, psychologique, émotionnel. Il y a des personnes qui se posent beaucoup moins de questions. Alors l'être humain, oui. C'est chanceux. Non, des fois, c'est confirme. Et c'est premier degré. Ah bah oui, mais il y en a, ils se posent pas autant de questions. Ils sont pas dans cette recherche d'évolution, de perfectionnement. Moi, j'ai des patients que je connais depuis plusieurs années. Je les accompagne depuis plusieurs années. C'est pas parce qu'ils ont un problème. Il n'y a pas de problème en psychologie. On dit toujours tu vas voir le psy parce que tu as un problème. Pas du tout. Heureusement, aujourd'hui, ça a enfin changé. Les mœurs changent énormément vis-à-vis de ça. Moi, j'ai des personnes, ils n'ont pas de problème. On a fait le travail à l'époque. Je les vois de temps en temps dans l'année, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Un coup et puis, Mais c'est juste ok, là, par exemple, j'ai traversé ça, ça m'a perturbé. Ah, ça veut dire que pourquoi ça m'a perturbé? Ça va juste être chercher des réponses et puis chercher à s'améliorer aussi. Tout le monde ne cherche pas à s'améliorer en tant qu'être humain. Ça serait bien trop beau. Faudrait. Oh, je pense, ouais. Mais ça, c'est... T'as fait le tour des catégories ? Après, ça c'est très péjoratif, mais c'est l'artiste intermittent. C'est les personnes qui... Alors là, vraiment, c'est...
C'est péjoratif, mais c'est pour moi des personnes qui... Un coup ils sont artistes, un coup ils sont pas artistes. Non, en fait, intermittence, c'est des personnes qui veulent juste un statut. Statut Le social. statut d'intermittence. Ah. Et il y a des personnes qui essaient pas pour autant de développer des choses. Et donc, ils vont te faire des fixettes sur leur statut, ils connaissent leur Et nombre une fois d'heures qu'ils par l'ont, cœur. ils font plus rien. Ils font plus rien. Ah waouh. Ça, c'est vraiment... Donc ils veulent toucher des allocs. Bah, grosso modo. c'est une manière de toucher les allocs. Mais quelque part, c'est une manière d'avoir un statut. C'est un statut qui est pas lié, ils sont pas dans un régime général, ils vont essayer, donc Il n'y en a pas beaucoup, j'espère. Je suis un peu étonné. c'est un mélange, mais ça, Ah, tu wow. les reconnais, en fait. Tu les vois sur un plateau. C'est des personnes qui... Ils traînent la patte ou... Bah, non, pas forcément. Ils veulent un statut et donc, ils sont généralement très insistants pour que tu leur donnes du travail. Parce que d'un coup, il y a il y a tant d'heures à faire. Bon, bah, ok, il faut que je fasse ça. Ils veulent tout faire. Ils font tout d'un coup. Et après, bon, ils font d'autres choses. Mais ça les protège. Le statut d'intermittent, quand même, c'est un super statut, on va pas se mentir. Ouais, enfin, ça marche un temps. Enfin, à partir du moment où tu as, je sais pas, des parents qui ont 2 ou 3 enfants, ton statut, il va pas te suffire pour nourrir toute la famille. Ah, mais complètement. Voilà. Complètement. Donc, ça marche quand tu as un studio, tu as 24 ans et que, oui, là, tu peux te permettre de jouer à des jeux vidéo et une fois que tu as ton statut pendant 1 an. Mais c'est à peu près le seul cas. Ah ben oui, mais c'est pour ça que ça crée beaucoup de stress. Parce que c'est donc le fait qu'ils viennent, des fois, j'ai des personnes, ils trouvent tous mes réseaux, ils m'envoient 3 mails dans la même semaine, des messages sur Facebook. Alors pourtant, c'est parce que je suis sur Facebook parce que figure-toi que les groupes de casting sur Facebook fonctionnent vachement. Ah, ok. Il faut éviter tous les sites classiques. Ouais. Mais des fois, c'est trouve mon Facebook, trouve Instagram et mes mails. Et alors le pire, c'est quand ils trouvent mon numéro de téléphone personnel. Alors là... T'es une restar. Il y en a des paparazzi, donc finalement, des dircastes. Non, mais c'est juste que c'est juste que tu peux leur apporter du travail. Des fois, ils sont en galère de cachet, donc ils se rendent pas compte. Et en fait, ils pensent pas que toi, tu as plein de choses à gérer, quoi. C'est normal, tu leur donnes. Puis on va pas se mentir, il y a quand même ça avec plusieurs années que c'est compliqué d'avoir les statuts. Les projets, ils ont diminué, les heures, c'est plus difficile de les avoir, donc... Ouais, tu dirais que c'est plus dur maintenant Ouais, moi j'ai un nombre de SOS cachets maintenant qui est complexe. Je me retrouve à mettre des techniciens du cinéma en figurant, quoi. Ah ouais. Beaucoup plus. Ça a toujours été un peu le cas, mais c'est beaucoup plus le cas maintenant. Ok. Ah, je pourrais le dire à mes camarades au doublage parce qu'ils croient qu'il y a que le doublage qui est impacté et ouais. Non. Ok. Enfin, c'est bien. C'est pas bien. Non, mais... Au moins, on est moins seul. Voilà. Mais de toute façon, on est tous, le milieu culturel et artistique, il est... Ouais. Voilà. Plus cher. Prix cher. Ouais. D'après ton expérience, le regard du public est-il plutôt une récompense ou une menace ? Je vais te faire une réponse suisse, mais allez, avec plaisir. Un peu les deux. C'est suisse ou normand ? Je suis normande en plus, donc je pense que c'est plutôt normand. C'est vrai, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est vraiment les Normands, on dit tout le temps ça. Ouais. C'est encore une fois, c'est ok. Il y a toujours une limite, quoi. C'est le regard du public, c'est à la fois une bonne chose. Et en même temps... Ça devient vite pathologique chez... T'as utilisé 2 mots, c'était les 2 mots. Récompense et menace. Récompense et menace. Ouais. Et ça, c'est encore une fois presque une autre question. À quel moment la récompense devient une menace ? À partir du moment où la récompense est très forte, est-ce que ça ne devient pas menaçante ? Quand il n'y a plus de modération ? Quand on est dans l'excès ? Quand on est dans l'excès, et puis quand en fait le regard du public devient ton objectif. Voilà. Encore une fois, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux créer pour toi ou est-ce que tu veux créer pour les autres ? Et c'est toujours cette limite. C'est je veux créer pour moi et aussi pour les autres, mais il y aura des autres qui vont pas aimer ce que tu fais. Moi, j'ai écrit une pièce de théâtre, j'ai pas fait l'unanimité, ce qui est normal. En même temps, maintenant ça date et je pense qu'aujourd'hui, ça serait bien de la réécrire. J'ai pas le temps, mais ça serait bien. Mais tu vas avoir des critiques. Parce que tu peux pas plaire à tout le monde, mais parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde de façon générale dans la vie. Ouais. Donc pourquoi est-ce que tu pourrais plaire à tout le monde dans un art ?
Non, pourquoi est-ce qu'on voudrait plaire à tout le monde surtout? Ah bah là, ça c'est une autre question Ouais. encore. Mm. Pourquoi est-ce qu'on voudrait plaire à tout le monde? Ouais. Le concept de l'amour et la recherche de l'être humain à vouloir être aimé. Et le besoin qu'on a d'être aimé. On a besoin d'être aimé. Sauf que c'est pas de l'amour. Le regard du public, c'est pas de l'amour. Ça peut être vécu comme une sorte d'adoration, mais c'est pas de l'amour sain et qui nourrit et qui réciproque, tu vois. Ça n'a rien à voir avec l'amour. En fait. Il n'y a pas de réciprocité, mais tu peux avoir une très belle relation avec ton public. Tu parles avec certains artistes, ils ont un public qui leur donne, ça leur donne de l'amour. Tu peux quand même avoir, il y a quand même une forme d'amour. Quand parce que c'est un amour de soutien quelque part. Quand tu vas il y a beaucoup, je pense à des réalisateurs qui vont dans des salles de cinéma camouflées pour juste entendre la réaction du public. Ça leur donne de l'amour. On a des musiciens qui ont des fois des rapports avec leurs fans. Alors, il y a fan encore, ça c'est encore autre chose. Après, il y a groupie, c'est encore autre chose. Mais il y a cette notion ça t'apporte quand même de l'amour parce que, en fait, ton public, il va t'apporter ce que tu recherches aussi en tant qu'artiste, de la légitimité. Parce que c'est de l'amour ou du réconfort. Pour moi, l'amour, c'est bien fort comme mot dans ces cas-là. Ouais. Réconfort, je suis pas. C'est une bonne question. Ça dépend, je pense, de comment on met notre curseur de l'amour. Comment est-ce qu'on considère l'amour? Est-ce que on considère que lié à l'amour d'une mère pour ses enfants, qui va pas être le même amour qu'un amour de couple, qui va pas être le même amour qu'un amour qu'on donne à un animal, qui va pas être le même qu'on donne à ses amis. Ça dépend si on segmente ou pas aussi. Disons que si par exemple sur une échelle de 1 à 10, tu mettais le couple et maman à 10, je pense que l'amour du fan, tu le mets autour de 2. C'est pas la même forme. C'est pas la même. C'est pour ça que pour moi, c'est pas de l'amour. Ouais. Justement, il est là le piège pour moi. Et c'est que l'artiste le prend pour de l'amour, comme les likes. C'est bien, un like. Et puis avec un signe, un cœur, sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est bien fait pour te tromper, pour te prouver, enfin pour essayer de te dire il y a des gens qui aiment, qui like ton post, ton idée, ta photo, ta vidéo. C'est pas de l'amour. Alors, les réseaux sociaux, c'est la validation. Les réseaux sociaux, c'est encore un autre débat. Bestiaux. Ça, c'est encore quand même, c'est vraiment pour le coup très très spécifique de la représentation du côté très faux. Sauf que, pardon, mais les réseaux sociaux et leurs algorithmes surtout ont tellement formaté les 10-15 dernières années qu'ils empiètent sur la vie réelle en fait. Ah bah ça. Donc aujourd'hui, on veut un like. On veut un, tu vois beaucoup plus. Ce rapport encore à l'approbation du groupe, parce que finalement, on a envie et besoin d'être approuvé par son milieu, par ses pairs, tout simplement. Donc on est là à dire d'accord, qui me valide. Moi, je pense à l'amour d'un public vis-à-vis d'un chanteur. Je pense à l'amour. Pour moi, il est pas sain, et c'est pour ça que je c'est parce que tu vois le côté. C'est-à-dire que le chanteur est simplement le vecteur entre l'émotion que tu as ressentie et la personne que tu es. Et du coup, tu mets un visage sur cette émotion et du coup, tu as l'impression que tu aimes ce chanteur. Tu n'aimes pas le chanteur, tu aimes l'émotion qu'il t'a fait ressentir. Oui, mais ils apportent de l'amour quand même au chanteur. Le public, à l'inverse, le public apporte de l'amour au chanteur. En fait, par rapport à... en tout cas, c'est une forme de... ce mot soutien aussi qu'elle a. Parce que un chanteur, il va se mettre à nu, un artiste va se mettre à nu, et s'il voit que ce qu'il est en train de raconter le touche son public, ça, encore une fois, ça lui permet de dire ok, donc en fait, vous aimez ce que je viens de vous raconter. À ce moment-là, il se met à nu. Et il se met à nu, je reparle de la métaphore horrible du sans-peau, t'as pas eu quelqu'un, t'es à nu, et t'as pas eu quelqu'un qui t'a envoyé un pic, t'as eu quelqu'un qui a réceptionné et qui a mis plutôt un peu de pommade. Et donc à ce moment-là... Huile essentielle naturelle. Non mais,
Tu vois, pour rester dans la métaphore de la peau. Mais globalement, c'est que tu te retrouves avec voilà, je vous ai livré quelque chose de moi, vous l'avez entendu, vous le reprenez, soit vous chantez les paroles, soit vous sortez des répliques, soit il y a des choses, vous arrivez vous ressentez ce que j'ai ressenti, du coup vous me comprenez, donc je me sens adoucie, apaisée. En fait, c'est en ça où l'être humain se guérit avec les êtres humains. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une forme d'amour. Ok. Mais c'est dans mon côté très positif, optimiste, je pense quand même, les choses. Très volontiers, on a tellement besoin de positivisme. Ah, ça. Tous ces dérivés. Comment un artiste, c'est un peu la continuation de ce qu'on raconte, comment un artiste vit-il le décalage entre l'image que le public a de lui et la personne qu'il est réellement? Ça vient de nouveau un peu sur le rapport stratégique authentique. C'est que si t'es un artiste qui est de base dans l'authenticité, ton décalage, il est moins fort. Par contre, si tu es toujours dans la stratégie, tu peux vite te retrouver à te sentir que t'as deux vies. Et donc, avoir ce côté, il y a ce que je montre, il y a ce que les gens aiment de moi, pour le coup, dans cette notion de, ok, ce que j'apporte, moi, je vais faire rire, donc les gens, en fait, ils aiment que ça de moi. Ouais, mais si je montre ma vraie nature, si je montre mes vraies problématiques, mes vraies angoisses, en fait, est-ce qu'ils vont vraiment m'aimer? Enfin, je pense que je peux vite repartir sur autre chose, là. On était sur... En fait, le décalage. Ah oui, le décalage, voilà, c'est ça. La perception du public. J'étais en train de repartir sur la notion d'amour. Le décalage entre on peut rester dans l'amour, il n'y a pas de problème. Non, grand plaisir. Mais c'est vrai que... Ouais. Ça ne crée pas une dichotomie qui va... On ne sait plus où on est, on ne sait plus qui on est. Cette notion de double vie, ouais. Cette notion de double vie et qui à la fois peut protéger par moments, ce qui permet de mettre un peu de distance avec les choses et de moins subir, parce que moi je parle comme quelqu'un de très optimiste de l'amour. Il y a évidemment énormément de personnes qui n'envoient que de la haine. C'est pour ça qu'il faut envoyer d'autant plus de l'amour. D'autant plus de l'amour. Mais la haine que beaucoup de personnes reçoivent, pour nous, on peut recevoir de la haine sans être médiatisé pour n'importe quelle raison. Tu vas n'importe où, donc tu peux recevoir de la haine gratuitement. Des personnes qui sont médiatisées. Sors au volant de ta voiture pour voir. Ah oui, rien que ça. Mais non, même dans le métro. Enfin bon, bref. Et en fait, on peut recevoir de la haine juste des fois rien que des fois, c'est juste, même quelqu'un à distance, tu sais que ça va pas matcher parce que t'as une personne qui va te regarder, qui va mal te regarder, tu sais pas pourquoi elle t'envoie de la haine à ce moment-là. Elle a passé une sale journée, enfin, tu vois, il y a X raisons. Et on va pas se mentir, là, les réseaux, pour ça, c'est quand même la pire chose au monde. Absolument. Et les artistes, ils reçoivent aussi de la haine, ils reçoivent des critiques. Ça va être, t'as travaillé pendant des années sur tel et tel projet, tu vas avoir des gens qui vont aimer, puis t'as toujours Didier, 55 ans, qui va te dire, non, ça c'est nul. T'as encore Didier, chier celui-là. Non mais, il y a toujours cette notion de... t'es obligé de mettre un masque. Alors, j'en ai une, justement. Comment protéger son intimité quand son métier consiste à partager une partie de soi? Protéger son intimité, ça va être... on peut répondre de manière très large ou très spécifique, mais ça va dépendre de ce que tu veux mettre en avant. Enfin, où est-ce que tu mets ta barrière? Il y a des personnes, tu n'as aucune idée à qui ils fréquentent, c'est leur vie personnelle, on ne sait pas du tout. Mais je parle de personnes, là, on peut penser tout de suite à des personnes connues, personnes pas connues, peu importe, tu vois, n'importe quel collègue, tu te rends compte que tu sais rien de leur intimité. Tu sais pas du tout, peut-être qu'ils sont en train de traverser un divorce ou qu'ils ont perdu quelqu'un dans leur famille. Et tu le sauras jamais. Donc, c'est... Tu peux redire la question, s'il te plaît? C'est quand je pars dans trop de phrases dans ma tête, ça fait ça généralement. Je t'en prie. Comment protéger son intimité quand son métier consiste à partager une partie? Oui, c'est ça. Généralement, on teste, on expose, et puis c'est par l'apprentissage de OK, où est-ce qu'il y a la limite. Mais c'est souvent parce que quelque part, soit tu sais exactement, et alors du coup t'es vraiment quasi militaire et tu dis rien,
soit tu t'es déjà fait avoir. C'est-à-dire que tu as exposé et forcément, comme t'es encore une fois, je raconte. Et puis c'est dur de raconter une partie des choses qu'on a vécues et d'avoir des gens qui te jugent aussi. Donc forcément, il y a cette notion de là, je raconte quelque chose. Ah, en fait, on l'a utilisé contre moi. Et ça a fait mal. Bon, je recule. Et après, j'apprends à mettre mes distances. Encore une fois, c'est ce qu'on traverse de façon générale. Qu'est-ce qu'on livre de soi? À qui faire confiance? Et c'est vrai que c'est ça qui est toujours difficile, et c'est pour ça que c'est des métiers, alors très très bizarre ce que je veux dire, mais c'est des métiers à risque. Mais c'est des métiers à risque émotionnel et psychologique. Parce qu'en fait, tu t'exposes, encore une fois. Tu livres de toi. Donc tu prends un risque, mais tu prends pas un risque, tu prends un risque de rejet. Et puis, il y a plus de rejet que d'acceptation. Parce que comme il y a beaucoup de personnes, qu'en plus c'est des métiers qui attirent énormément, ce qui est paradoxal, parce que pourtant, c'est pas les plus faciles, t'as beaucoup de rejet, et t'as beaucoup de jalousie, t'as la crainte, elle est dingue. La peur, elle est dingue, et puis oui, après on prend des coups et puis on apprend. Pourquoi est-ce que certains artistes ressentent un vide après avoir terminé une œuvre? À l'exposition, ils ont donné le vide, c'est déjà ils se sont battus, ils ont défendu leur projet, ils ont exposé leur cœur, à ce moment-là ils ont exposé leurs problèmes, ils ont chanté sur le décès d'un ami, ils ont réalisé un film lié à une histoire familiale, ils ont défendu un projet, ils ont mis des émotions, ils ont mis du travail, ils ont mis du sommeil, ils ont mis c'est des métiers où il n'y a pas d'heure. Ça s'arrête jamais, un artiste. Et ça qui est très difficile à comprendre pour beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les intermittents et qui disent toujours les intermittents, excuse-moi, c'est des profiteurs, ils foutent rien de leur journée. Oui, sauf que il y a ça de travail. Ils nourrissent la bête pour qu'il puisse retranscrire ce que l'artiste a vécu. Il faut qu'il ait vécu des choses, en fait. Ouais. Donc il y a ça, il faut que l'artiste vive d'abord. Mais il doit vivre, et puis c'est surtout que l'investissement sur un projet, n'importe quel projet, il est émotionnel, il est financier, on va faire ça la nuit, les rythmes sont pas les mêmes, et ce qui fait que en studio, les studios, ils sont toutes les nuits en studio, puis après ils vivent, c'est complètement décalé, généralement tu travailles avec des personnes et tout le monde est quand même très sensible, très impliqué, donc en fait c'est toujours dans une boule d'énergie, une boule d'émotion, une boule de tout. Et quelque part, quand ça s'arrête et que t'as défendu ce projet, que tu l'as accompagné jusqu'au bout, super, j'ai raconté ça de ma vie là. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? Est-ce que j'ai encore quelque chose à raconter? C'est toujours la quête de sens qui... Quête de sens, oui, non, c'est aussi qu'est-ce que tu as envie de partager au monde? Est-ce que si tu sais, t'as raconté quelque chose, après, tu seras encore légitime de raconter autre chose? Est-ce que tu auras envie de raconter autre chose? Là, je pars du principe, quand on parle de soi dans ses œuvres, à chaque fois, on peut très bien ne pas parler de soi et raconter. Mais bon, on parle toujours de soi quand on crée. De toute façon, il y a toujours des choses où on va les faire, on va faire un choix de comédien, on va faire un choix artistique qui est lié à soi, forcément, à sa propre sensibilité. Donc, encore une fois, c'est parce que tu t'exposes et tu te livres. Et se livrer, c'est fatigant. Ça se voit, rien que en une séance de psychologie, j'ai une personne pendant 1 heure, à la fin de l'heure, elle est exténuée, elle est fatiguée. Moi, mes patients, quand ils baillent en séance, je suis contente. Je leur dis, c'est bien. Déjà, ça oxygène le cerveau, et en plus, ça veut dire que tu commences à trouver de l'apaisement. Donc, c'est comme si t'étais sur vraiment, tu te livres et tu prends des risques. Et si ça fonctionne, trop bien. Mais c'est vrai que oui, après, généralement, on a besoin de beaucoup dormir et puis tout simplement revivre. C'est pas mal. Vivre tout court, même. Comment accompagne-t-on quelqu'un qui est adulé par des milliers de personnes mais qui se sent profondément seul?
C'est une bonne question parce qu'à la fois, c'est pas forcément une situation que j'ai encore aujourd'hui. T'as pas encore eu d'influenceur? J'ai pas encore. Je sais pas. Non, c'est une vraie question. j'ai pas d'influenceur. J'ai pas du tout. Non, c'est pour le coup, j'ai pas d'influenceur. Non. J'ai des personnes qui travaillent dans plein de milieux artistiques différents, qui ont plus ou moins, en effet, quand même des liens avec des fans, des groupies, ce rapport-là qui parfois est un peu complexe. Mais c'est vrai que c'est très spécifique comme question. C'est aduler, mais se sentir seul. Je pense que ça va quand on est dans un extrême aussi. Faudrait en parler à Tom Cruise, c'est ça que tu es en train de dire. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui deviennent, qui en fait sont de plus en plus seules, mais parce que en fait ils deviennent ils se protègent beaucoup aussi. C'est qu'ils ont eu des soutiens, des mauvais conseils, ils ont quand même, ils ont pas passé. Tu regardes plein d'histoires de célébrités pour le coup qui sont adulées, si on parle du mot adulé. Ils pètent tous un câble. Bah ouais, mais parce que en fait, il y a beaucoup de rapport à la drogue aussi, et puis en fait tout simplement, ils sont tellement connus que, on va pas se mentir, ça attire aussi les mauvaises personnes qui veulent juste être avec quelqu'un de connu et qui du coup vont pas être bien pour eux. Et après tu rentres dans un engrenage où tu perds les personnes proches de toi. Donc c'est toujours dans la qualité de tes échanges, la qualité de ton cercle proche. Beaucoup d'artistes vont dire, là, moi, c'est ma femme, c'est ma mère, c'est ma sœur, c'est ma grand-mère qui a toujours été, par exemple, un soutien, un pilier, un socle, quelqu'un qui va te ramener à la réalité. Alors, j'ai du mal avec cette phrase de ramener à la réalité. Comme si on n'y était pas autrement, c'est ça que tu veux dire. Ouais, mais parce que quelque part, on l'atteint quand même quand on rentre justement dans cette notion d'adulé. En tout cas, avoir les pieds sur terre. Avoir les pieds sur terre. Mais avoir les pieds sur terre, pour ça, il faut quelqu'un qui te dise tu fais n'importe quoi. Mais comme on a tous besoin d'un très bon pote qui va nous dire là, en fait, ton choix, il est nul. Tu fais de la merde. Voilà. Mais oui. Mais aujourd'hui, on est dans une séquence, un peu une phase de positivité toxique, et on n'a plus le droit de dire aux gens, parce que tout le monde est en train de sniper pour voir qui va pouvoir m'offenser la prochaine fois. Et du coup, ça crée ce rapport biaisé, mais on a besoin de quelqu'un qui nous dise là, tu vas trop loin, là, t'as dit de la merde, tu parles pas comme ça à tes proches parce que c'est tes proches, point barre. Enfin, il y a un moment donné, oui, malheureusement. Oui, mais comme on peut, et puis en plus dans des métiers aussi très médiatisés où tu peux vite après te sentir on me reconnaît, on va m'appeler pour faire telle et telle chose. Ah oui, donc ça dépend aussi du fond de la personne, de son histoire personnelle, de la personnalité profonde, de se dire, en fait, les personnes des fois après, puis ils sentent, pardon, mais ils prennent un ego pour pas grand chose, quoi. Et voilà, et t'es là, tu fais, oui, mais t'as un ego comme ça par rapport à ça. Donc tu sais que si le truc il y a ça, laisse tomber l'ego. Hein. Ouais, on a besoin de gens qui nous maintiennent à flot. Qui maintiennent, mais des gens qui maintiennent, mais qui sont comme tu as besoin de quelqu'un qui va te dire vas-y, fais-le. Confiance. Qui sont justes. Je dis pas justement, sois dur. Entoure-toi de gens, c'est pas l'armée. Non. Mais de gens qui te disent que c'est bien quand c'est bien et que c'est pas bien quand c'est pas bien. Mais finalement, c'est avoir un entourage sain. Exactement. Et il faut les avoir. Encore une fois. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Il faut se mettre tous en quête de ça. Ouais. Et tout le monde ne veut pas de ça. Tout le monde ne veut pas de ça. Ouais. D'un entourage sain. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout cette envie-là. Je mets ma barque tout seul et puis je fais ce que je veux. Ouais, ça c'est encore un problème. Quels signaux montrent qu'un artiste a besoin d'aide? La perte de sens, la dépression, la dépression qui peut emmener vraiment assez loin par moment, la tristesse, ce spleen qui n'est plus un spleen mais qui devient vraiment quelque chose de lourd, ces blocages artistiques, d'un coup se dire j'arrive plus à écrire, j'arrive plus à réaliser, j'arrive plus à chanter. Le corps aussi,
C'est-à-dire, c'est l'outil de travail principal des Qui est artistes. malade ou qui est... Un corps qui est malade est un corps qui dit quelque chose. Et donc un corps, ça va être... Il me dit que mon siège, il t'arrêter. est pas super confort, par exemple. Bah ouais, là, il dit plutôt, bon, en fait, t'as peut-être été assis trop longtemps en ce moment. Ah ouais. Et ce qui fait que, mais bon, quand tu développes une maladie, quand tu développes des choses, tu as un problème au niveau de la gorge, au niveau des oreilles, d'un coup tu te dis, bah tiens, peut-être que j'ai pas voulu entendre quelque chose, peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas exprimées. Et puis, le corps, il t'arrête, hein. De toute façon, il sait très bien le faire, le corps. Hein. T'arrêter, ça, il est expert. Oui, il sait trop bien le faire. Si l'art est une manière de parler aux autres, qu'est-ce que les artistes cherchent parfois à se dire à eux-mêmes? Elle est très bien, cette question aussi. Très belle, très philosophique. Qu'est-ce que les artistes cherchent à se dire à eux-mêmes? Je pense qu'ils essaient... Pour moi, un artiste, c'est un enfant qui a besoin d'être consolé. Il y a cette notion de... en fait, j'extériorise des choses et j'ai besoin qu'on me comprenne. Mais en fait, finalement, un artiste, il veut juste exprimer de lui-même, d'elle-même et c'est encore, je vais retomber sur l'amour. J'ai l'impression d'être peace and love et Super, beaucoup. c'est cette notion encore pour moi de qu'est-ce que l'artiste essaye d'exister tout simplement. C'est un sens à sa vie et puis c'est surtout se donner tout simplement de l'amour. Et en fait, par rapport à cette notion encore d'amour, c'est que parfois on cherche plus de temps, on passe beaucoup de temps à chercher l'amour des autres, mais un amour qu'on se donne jamais à soi-même. Et sauf que pour pouvoir aimer les autres, il faut pouvoir s'aimer soi-même. En tout cas, c'est toujours mieux. Et c'est toujours sain. Mais finalement, l'artiste, ça... On peut pas remplir la coupe du voisin si la nôtre, elle est vide. Bah non. Oui. Et c'est pour ça qu'on tombe sur des dérives, beaucoup. Et puis, on arrête aussi d'attendre que les autres nous donnent ce qu'on peut se donner soi-même. Et c'est là où après il y a cette notion toujours d'artiste aussi qui est toujours un peu paradoxale par rapport à l'existence de lui-même vis-à-vis de ses œuvres. Et t'as des artistes qui ont des liens avec certaines œuvres qui sont très 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 fortes, mais parce que leur œuvre c'est un peu leur bébé. Il y a cette notion, mais leur bébé où ils ont juste extériorisé des choses à ces moments de leur vie précises. Qui leur permet aussi d'avoir, c'est clairement, c'est une thérapie, hein, c'est un journal intime de telle période de sa vie, et tu sais qu'ils ont certains, je pense à il y a tellement d'artistes, mais je suis très très forcément très en lien avec le cinéma et les comédiens un peu plus. Mais bon, pour avoir eu des danseuses où j'aurais dit, bah là tu traverses ça dans ta vie, crée une choré autour de ça. Comment ton corps il veut le danser, comment tu as besoin d'extérioriser. C'est certaines musiques aussi. Bon, tu traverses ça en ce moment. Vas-y. Mais en musique. Mais interprète-le. Comment ça peut s'extérioriser. Et c'est comme ça qu'il y a des morceaux, on a des artistes, là, certains morceaux, c'est, pour eux, c'est à chaque fois, c'est pas la Madeleine de Proust, mais il y a des morceaux, par exemple, qui vont plus réussir, par contre, à refaire. Plusieurs années plus tard. Parce que quelque part, c'est comme si on exposait un journal intime de mes 16 ans. À 16 ans, j'avais pas les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. Et finalement, T'avais des journaux intimes, donc... ouais, okay. Évidemment. Flash info. J'ai fait ça. J'en ai eu quelques-uns. Qui sont, je pense, tous à la poubelle, heureusement d'ailleurs. Je pense, j'aurais peut-être un caché quelque part, mais à mon avis, faut pas les lire. Mais quelque part, oui, quand on a des artistes comme ça qu'on accompagne pendant des années et des années, il y a des fois, il y a des œuvres, ils veulent plus du tout les voir. Parce qu'ils veulent plus les, mais parce que ça serait revoir quelque chose, comme si moi t'exposais mon journal intime de mes 16 ans. Ouais, revivre un trauma. Pas forcément traumatique. C'est pas nécessairement un trauma. C'est juste que envie de revenir à ça. Okay. C'est passé quelque part. Tu l'as extériorisé ou tu l'as annoncé, tu l'as partagé. Bon, tu vas pas revoir ton œuvre, quoi. Je pense pas avoir beaucoup d'artistes qui passent leur temps à regarder leurs films ou se regarder danser ou s'écouter. Hein. Je sais pas. Hein. Non. Cathy Overman déclare « Ton système nerveux choisira toujours un enfer familier plutôt qu'un paradis non familier. » Oui. Ton avis ?
Ah bah oui, complètement d'accord. Mais parce qu'on a le système psychologique de construction et à la fois le système nerveux qui fait que t'as tendance à reproduire des schémas que t'as connus, même s'il est malsain. Et donc c'est là où tu rentres dans un travail thérapeutique Et on qui est a des intéressant. machines alors. On a un programme et on suit le programme. Bah ouais, tu Ouais. peux avoir. Et c'est en ça où tu peux avoir cette prise de décision d'inverser ça. Et où tu peux te dire, bon bah là, on le voit beaucoup, enfin c'est très connu dans les schémas amoureux par exemple, de reproduire encore et encore et encore le même schéma. Tu te dis, pourtant, pourquoi je continue Pourquoi de je tombe regarder toujours sur des connards? Pourquoi je tourne la tête à gauche alors que ta réponse, faut juste que tu tournes la tête à droite pour voir la solution. Mais sauf qu'il faut pouvoir la tourner la tête à droite. Et donc faut comprendre aussi que tu fais ça, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'on dit toujours que si tu reproduis quelque chose, c'est que ça t'apporte quelque chose. L'apport n'est pas forcément bénéfique. Mais par contre, un apport de aimer, c'est souffrir, aimer, c'est finalement, pour toi, t'as mémorisé que l'amour égale souffrance, c'est logique. Ça t'apporte ça. Ouais. C'est quelque chose de rassurant. D'où le fait qu'on peut se retrouver à faire des schémas. Et qu'on parle beaucoup en thérapie, aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, on coupe les liens. On arrête certains schémas, mais des schémas qu'on a de famille, hein, parce que c'est transmis de génération en génération en génération, d'où la psychologie, la psychogénéalogie. Des trucs comme ça, c'est des schémas qu'on traîne de Cro-Magnon. Qu'on traîne et qu'on reproduit, parce que forcément, d'où le fait que c'est toujours bien mais ça, t'arrives à ce travail, c'est un travail thérapeutique où t'as travaillé quelque part sur déjà tout ce qui se compliquait, le décès d'un pote, je sais pas moi, la mère, le divorce des parents. T'es rentré sur les problématiques, pas du tout péjoratif, mais dit un peu classique, c'est-à-dire le péjoratif de vie à l'instant T, avec les étapes précises de vie. Et après, tu rentres sur un travail de changement de schéma, de pensée. Quelles sont mes pensées, comment j'agis de manière quotidienne. Moi, je parle beaucoup d'un interrupteur, moi, parce que on est très très fort, l'être humain, pour rentrer dans des schémas de pensée négatifs. On a une capacité à se dégrader et à se dire des choses négatives, on est très fort. Mais ce qui fait qu'on rentre dans un cercle vicieux aussi de systématiquement dire des choses. Et donc tu envoies l'information à ton corps, donc tu envoies l'information à ta psyché. Et l'air de rien, tous les cercles de pensée, tu les envoies tout le temps à ton corps, en fait. Tu passes ton temps à t'envoyer des informations négatives. Et c'est pas ça qui va t'aider. C'est pour ça qu'il y a la manifestation, le pouvoir de la manifestation. Ça a fait beaucoup parler. Il y a beaucoup de bouquins qui sont sortis, beaucoup d'influenceurs qui en parlent. Influenceurs, il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais la manifestation, c'est de dire, voilà, j'aimerais ça, j'aimerais me projeter là-dedans. C'est juste parce que t'as arrêté ton cercle vicieux et que t'es rentré dans un cercle vertueux. Moi, donc tu tentes d'y entrer. Et que tu tentes d'y entrer. Mais ça, c'est un mécanisme de pensée. C'est vraiment une habitude. C'est comme tu prends l'habitude de faire du sport, tu prends l'habitude de te regarder, plutôt que de te dire aujourd'hui je vais pas y arriver, te dire putain, aujourd'hui je suis beau gosse. Aujourd'hui je me plais, aujourd'hui je vais faire une bonne journée. Et ça, on ne nous a pas appris à le faire. Et on ne nous apprend pas à le faire. Et la société ne nous apprend pas à le faire. Mince alors. Celle-là, je vais pas te la faire parce qu'on est parti pour 3 heures. Tu me la diras en off, comme ça je réfléchirai. Allez, Pascal et d'actu. J'ai travaillé avec un comédien il y a pas longtemps qui vit une période douloureuse. Après avoir consulté 5 ou 6 psys sans succès, il s'est tourné vers ChatGPT. C'était un début de réponse. Il m'a dit, aujourd'hui c'est mon ami, mon confident. Il me comprend. Quel est ton sentiment ? ChatGPT ne rentrera jamais en contradiction avec lui. Donc en fait, il va approuver ce qu'il dit. Par contre, il va jamais lui dire ça. T'es sûr de ça ? Et c'est le problème avec ChatGPT, parce que forcément, quand c'est arrivé ces trucs-là, je vais pas mentir, que moi, le nombre de fois où j'ai des patients, j'en ai eu plusieurs. Alors moi, ChatGPT m'a dit ça, et alors visiblement j'ai ce trouble. Et là, c'est vrai que je me suis dit que c'était intéressant d'en parler. Ça, il y a un côté bien pour des personnes qui peuvent se sentir isolées, qui ont envie d'avoir la sensation de discuter, d'être compris, d'être soutenu. Donc ça peut faire du bien. Par contre, à court terme, parce que ça reste
par un être humain en face. Et donc, encore une fois, c'est des réponses qui sont construites, basées en plus ça apprend sur toi. Mais ça va pas t'aider à te dire bon bah là en fait peut-être que cette référence là c'est parce que tu t'es jamais remis de la mort de telle personne, ou alors du fait que quand t'étais petit ta mère t'a dit que tu serais incapable d'avoir 20 en maths. Je dis n'importe quoi, hein. Mais globalement c'est vrai que j'étais incapable d'avoir 20 en maths. Moi aussi, je te rassure. Mais globalement il y a quand même cette notion de ça va pas te permettre d'avoir ce schéma, ce schéma. Ça c'est quand je commence à dire deux mots en même temps. Ce changement de schéma. Ça veut dire schéma. Ce changement de schéma, et ce changement de méthode de pensée. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation aussi. ChatGPT va pas te permettre de rentrer dans une forme de résilience. Parce que la résilience, c'est quand même quelque chose qui est absolument génial, mais qui te permet aussi de te dire, ok, j'ai vécu ça. Maintenant que l'émotion brute, elle s'est calmée, maintenant que finalement un deuil est fait, parce que peu importe la situation, ça reste toujours des deuils, il y a des choses à faire, comment je crée ce que j'ai vécu pour en faire quelque chose de positif, encore une fois? Comment je fais pour pouvoir avoir un impact, agir, créer quelque chose, rebondir? C'est pas ChatGPT qui va t'aider ça reste encore une fois limité. Et puis bon, nombre de fois, il pose des diagnostics, des trucs, t'es là, tu fais oui. Ouais, une invention mais complète de l'espace, quoi. Et à la fois, oui, c'est très pratique. Moi, je l'ai déjà utilisé, je l'utilise de temps en temps. Alors pas du tout pour demander des conseils de psy, mais ce serait bizarre. mais bon, des trucs assez pratiques. Tu le testes J'ai déjà regardé. Ah ouais. Ça m'est arrivé. Maintenant que j'y pense, ouais, j'avais cherché des choses. Tu lui poses une question dont tu as déjà la réponse et puis tu vois ce que ça donne. Ouais. Et tu vois que souvent tu fais oh yo yo. Ouais. C'est dangereux. Sur moi, c'est beaucoup sur les quand on me dit voilà, j'ai tel trouble, tu penses que j'ai ça, regarde les réponses, je correspond à tout. Je fais ouais, bah c'est comme un horoscope, quoi. C'est pareil. C'est-à-dire que vraiment, tu regardes les réponses, tu fais bah oui, bah sauf que bah il t'émet des choses où tout le monde peut s'identifier. Tu veux dire que l'horoscope Mince, c'est alors pas une science. je vais me mettre beaucoup de gens à dos. Alors, ouais. Non, mais tu vois, c'est fait de manière aussi à ce que donc c'est bien, mais ça a des limites. Et c'est bien, en fait, ça peut être bien quand il y a ce côté émotion qui est brute, qui est pure, parce que parfois c'est juste, on a besoin de lire des choses, pas pour les comprendre, mais juste pour pouvoir avoir j'entends, t'es malheureux, et donc là t'as besoin de lire ça en ce moment, donc ça te fait du bien. Mais généralement, c'est quand t'es un processus de deuil, c'est une vague comme ça, où t'as en fait plusieurs étapes de deuil avec la tristesse ici, puis après là justement t'as cette résilience et tu remontes la pente. Mais t'en as besoin quand t'es là, généralement. Parce que ça te permet de juste lire des choses qui vont te faire du bien. C'est vraiment juste, encore une fois, une petite pointe de je te cajole, je prends le petit chocolat, comme quand on est petit, on est bercé par la mère ou le père, et on est posé et on prend soin de nous. Parce qu'on a toujours besoin, on a toujours des moments où on a besoin de ça. On reste des enfants, hein. Enfin, encore une fois, ça fait très humaniste ce que je dis, mais c'est quand on comprend qu'en fait, il faut juste continuer de considérer qu'on est des enfants et donc de guérir l'enfant intérieur. Ça fait très cliché du concept de tout se fait pendant l'enfance. Mais bon. C'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux, non. Allez, je te propose 10 ans de thérapie résumée en 6 points. Tu me donneras ton avis. 1. Personne ne viendra te sauver. Être un adulte fonctionnel, ça veut dire être responsable de tout ce qui arrive dans ta vie, même si c'est pas ta faute. 2. Des délimitations fortes permettent des bonnes relations. Des délimitations faibles ou peu claires engendrent des drames. 3. Beaucoup de tes problèmes ne trouvent pas de solution. Tu apprends simplement à vivre avec. 4. Arrête de vouloir que tout le monde t'aime. Ceux qui en valent la peine n'en ont pas besoin. Les autres, ça va les saouler encore plus. 5. Parfois, la meilleure chose à faire est de laisser un rêve mourir. Personne n'aime entendre ça, mais c'est vrai. Et 6. Peu de gens vont réellement compter dans ta vie. Quand tu les rencontres,
Traite-les bien, fais-leur de la place et sois reconnaissant. Chaque point est discutable. Chaque point est discutable, mais c'est toujours bien de mettre de la nuance un peu dans toutes ces vérités. Parce que déjà, chacun a sa propre vérité. Mais je pense qu'il faudrait que je relise chaque point. Pour te dire, là, par exemple, tu vois, je pense de toute façon, rien que t'as la lecture, tu verras mes réactions. Parce que des moments, j'étais en mode, je sais pas. Il y en a qui t'étais pas d'accord? La première, c'était quoi déjà? Personne ne viendra te sauver? Oui, celle-ci, je suis quand même assez, ouais, parce que on peut pas, et encore une fois, personne peut venir te sauver si tu te sauves pas toi-même, et comment tu peux sauver les autres si tu te sauves pas avant? Des délimitations? Ouais, je pense que c'était des limitations à première action. Des délimitations fortes permettent des bonnes relations, des délimitations faibles ou peu claires engendrent des drames. Savoir si tu dépasses cette ligne, ça c'est la ligne rouge. Si tu la dépasses, il va t'arriver des bricoles. Si tu la dépasses pas, on est potes. T'es pas d'accord avec ce... Par rapport à une interaction sociale ou de manière générale dans la vie? Je pense que ça marche pour tout. Hein. Parce que je trouve que ça laisse... Les délimitations sont bien, mais c'est toujours intéressant de laisser la place à l'imprévu aussi. Et c'est que parfois on attend... Simplement délivrer ce que toi tu attends de l'autre. C'est-à-dire l'exprimer clairement, je sais pas, quand t'es dans une relation de couple, dire voilà, je sais pas, quand tu sors, je m'inquiète, j'aimerais bien que tu m'envoies un texto quand t'arrives chez ta copine pour me dire que t'es bien arrivé, point. Ça m'évitera de t'appeler et que tu répondes pas et que ça me stresse. Et que... Voilà, simplement exprimer clairement tes attentes en fait. Ah oui, non, mais l'expression des attentes, oui, ça c'est complètement ça. C'était ça en fait. D'accord. Parce que pour moi, je pense que c'était plutôt... Ouais, j'étais partie sur le fait de délimiter les choses et donc du coup de presque devenir, là, ça c'est oui et ça c'est non. Et donc ça, je trouvais que ça pouvait rendre de façon générale dans des prises de décision de vie parfois un peu trop les frontières imperméables. Et de temps en temps parce que des fois tu peux avoir une croyance comme ça en disant ça c'est ça la bonne réponse. T'as quelqu'un en face qui va dire bah non c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah ouais non c'est pas dans ce sens. Et ouais, tu vois, et du coup tu vas être en mode bah ouais mais du coup tu laisses pas la possibilité au fait que tu t'as peut-être trompé. Par contre sur le fait en effet d'exprimer les choses clairement, oui, mais ça serait extraordinaire dans un meilleur des mondes. Mais ça veut dire qu'on est capable de le faire. C'est pour ça que en fait j'ai entendu tout ça dans un podcast en anglais et c'était boundaries le terme. Oui, c'est d'accord. pour ça que j'ai traduit délimitation mais. Oui. C'est le moins pire que ce que j'ai vu. Mais c'est pas exactement la traduction. On n'a pas de traduction précise. vraiment. Et c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai pu. Mais... Oui, parce que le mot délimitation, ça rend le truc vraiment presque physique. Quoi. Ouais, j'ai l'impression de voir je vois vraiment une barrière. Ouais, parce que ce mot c'est vrai qu'on n'a pas de traduction. Il y a... Ouais, c'est ses propres limites, c'est les limites qu'on se donne et les limites qu'on donne à l'autre aussi. Mais ça, pour pouvoir l'exprimer, il faut les avoir conscientisées. Et il y en a beaucoup qui ne conscientisent pas. Au bout de 4 divorces, t'arrives à petit à petit, t'arrives non, pas forcément. T'imagines 4 divorces, ça veut dire que t'as répété le schéma quand même 4 fois. Hein. C'est pas le même à chaque fois. C'est pas le même, il y a forcément... T'avances sur un des 6 points à chaque fois. Ouais. Mais du coup, t'as forcément des choses où tu te dis, il y a peut-être quelque chose à regarder, peut-être qu'il y a une direction là qui est pas la bonne. Il y a d'autres choses qui t'ont fait tiquer? Beaucoup de tes problèmes ne trouvent pas de solution. T'apprends simplement à vivre avec. Ouais. Beaucoup de tes problèmes ne t'apportent pas de solution. Non, ne trouvent pas de solution. Ah oui, un problème, il n'y a pas forcément de solution. Est-ce qu'on apprend à vivre avec? C'est pas apprendre à vivre avec, je dirais qu'on décide de vivre avec. Et je dirais qu'on décide aussi de, ok, j'ai eu un problème, ok, j'ai pas forcément eu de solution à ce problème. Qu'est-ce que je fais de ça? Souvent, on va en thérapie dans l'idée, je vais régler mon problème. Mais tu règles ton problème des fois quand tu laisses le problème partir. Il y a aussi mais c'est ça encore la résilience, c'est qu'il y a cette notion de j'ai vécu ça, j'ai eu ce problème-là, des fois il y a pas de solution, ce qui est normal. Ok. Est-ce que tu gardes ton problème? Est-ce que tu le prends comme un poids que tu vas continuellement porter, ou est-ce qu'il y a un moment donné tu vas te dire j'en ai ras-le-bol, et tu poses ce poids et tu dis ah ouais en fait je vais continuer de porter ce problème. Mais des fois ça fait peur de lâcher un problème. Parce qu'on se crée une identité des fois autour d'un problème,
Et parce que le fait de le lâcher fait qu'on se dit, punaise, quelque part, tu lâches ce truc-là. Il est lié à mon identité. Il est lié à ton identité, mais ça fait peur de lâcher un problème. Ça fait peur parce que... C'est un problème rassurant, donc tu disais tout à l'heure. Ouais. C'est... Les enfers familiers. Et puis ça fait peur parce que ça te fait prendre des décisions. Et lâcher quelque chose ou avancer, c'est prendre une décision. Et quand on prend des décisions, on a peur. Et généralement, on dit beaucoup d'ailleurs que va vers quelque chose qui te fait peur. Parce que si ça te fait peur, c'est des fois que c'est la solution. Dans le côté toujours action. Donc, faut que j'aille voir des araignées. Voilà, j'allais te dire. Et figure-toi que ça peut t'aider justement à battre ta peur. Alors, sur la petite conclusion, quel conseil donnerais-tu à tous ceux qui ont perdu le sens de ce qu'ils font ? C'est la première question qui me vient en esprit, à la tête, c'est... Je n'arrive plus à parler, tu vois. Tu vas pouvoir aller dormir après. Si seulement. C'est plus... Quel conseil donner à une personne qui a perdu du sens, qui ne trouve plus de sens à sa vie? Ce serait aussi de se poser... Pas forcément sa vie, mais de ce qu'ils font. Ce qu'ils font, oui, bien sûr. Oui, mais quelque part, c'est la vie, dans le sens où c'est la notion de... Pourquoi t'as perdu du sens? En fait, qu'est-ce qui a fait... Quelle est cette... tu perds pas du sens comme ça. Et donc, qu'est-ce qui a fait que tu as perdu du sens? Et c'est là qu'il faut peut-être réparer quelque chose pour aussi se dire, ah mais le sens de ce que je fais, si c'est peut-être pas le même, c'est qu'il y en a peut-être un autre à trouver. Et c'est ça encore où c'est ce truc de lâcher quelque chose. Et c'est ce qu'on retrouve justement quand on se retrouve avec des artistes qui doivent arrêter finalement une carrière pour en trouver une autre. Ça a eu du sens de se battre et de faire des entraînements et de se performer pendant des années et des années et des années. Puis là, il y a plus. Ça veut pas dire que c'est fini. Il y a une fin en soi. Mais quel est ton nouveau sens? Quel est aussi... c'est là où il y a ce travail de deuil à faire. C'est, ok, pourquoi est-ce que tu as perdu ce sens-là? Est-ce que finalement t'étais arrivé au bout aussi? Et donc plutôt que d'essayer désespérément de trouver un sens dans une voie, peut-être que c'est pas celle-là. Parce que des fois, tu peux... Des fois, ça s'arrête pour une bonne raison. Des fois, ça s'arrête pour une bonne raison. Et ça amène d'autres choses. C'est là où après, tu veux dire, ah, ok. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. On a peur du autre chose. Ah bah oui. Le nombre de personnes qui voudraient voir dans l'avenir, qui passent son temps à dire, ah, t'imagines. Et en plus, on vit toujours avec cette notion de qu'est-ce que je vais vivre. On nous demande, dès qu'on est petit, on nous dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Des fois, elle vit déjà le présent. Et après, voir un peu. Bon, je veux bien qu'on réfléchisse et qu'on se dise, ok, j'ai envie, ça m'intrigue. Moi, je sais que personnellement, je me sens mieux depuis que j'arrête de me projeter. Alors, je continue des fois de me dire, voilà, ça me plaît, ça me plaît. Mais je me suis laissée surprendre, moi, par mes activités. Dans aucun monde, j'aurais imaginé être là aujourd'hui. Pourtant, j'ai des choses où on peut se dire, j'ai prévu, j'ai anticipé. Mais j'ai laissé énormément de possibilités. Ce qui permet aussi de... tu vois aussi ce qui arrive, et après tu trouves du sens. Et après tu vois aussi comment tu peux développer. Moi, tu me demandes où je suis dans 10 ans, je suis incapable de te le dire. Et j'ai pas envie. Pas parce que je rejette, mais parce que je me dis, mais c'est trop bien. Il y a peut-être une logique. Peut-être que dans 10 ans, j'aurais complètement... Peut-être que la vie aura fait que, je sais pas, il y aura tel et tel projet qui n'existeront plus, et puis peut-être que finalement je serai boulangère, j'en sais rien. Peut-être. On aura du bon. Franchement, je suis pas sûre. En termes de pain, je pense vraiment pas être la meilleure personne. Mais ce que je veux dire, c'est que Aujourd'hui. Mais tu peux trouver aussi des choses qui te plaisent. En fait, on cherche souvent du sens, mais avant de trouver du sens, faisons déjà quelque chose qui nous plaît. Parce qu'il n'y a pas toujours, on n'est pas toujours obligé de trouver une raison. Ça rend ça très intellectuel, encore une fois. C'est bien aussi de suivre tout simplement ce qui nous plaît. Et donc nos envies, et donc nous écouter davantage. Allez, une dernière pour la route. As-tu vu la série En Thérapie ?
Eh bien, j'ai commencé et je n'ai pas voulu continuer. Ok. Alors, je sais que ça, on avait dit, pourquoi Mais parce que moi, une série où j'arrête pas de penser au taf, c'est pas une série. C'est-à-dire que c'était à la fois une série, donc moi, quand je regarde des choses, j'ai tendance à toujours me dire, ok, là, l'axe, le machin, le truc, et je réfléchis, je regarde l'acting. Et en plus, il y a le côté psy. J'en ai regardé 1 ou 2 et en fait je n'arrivais pas à me détendre. Et à ce moment-là, quand j'avais commencé cette période, j'étais dit non, faut que je coupe mon cerveau et j'arrivais pas à me détendre. Donc non, j'ai commencé et je sais qu'elle est très bien. Sauf que je m'implique trop. Bah ouais. Et ce qui fait que j'arrive pas en tant que psy, je pars trop loin, je suis obligée de faire des pauses, je réfléchis. Ou de dire, moi, qu'est-ce que j'aurais fait dans telle condition, tel cas. Donc, à la fois, je suis sur l'acting, je regarde le jeu, et en même temps, et donc, je peux pas, mon cerveau, il... Tu savoures pas. Ouais, voilà. Après, les gens me demandent pourquoi je regarde pas de VF, mais oui, c'est un peu la même chose. Ah bah ouais. Eh ben, merci Aurélie. Ah bah, merci à toi. Allez, salut l'artiste.